Noël Mamère, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors je m'appelle Noël Mamère. Mon prénom Noël est lié à ma naissance, le 25 décembre 1948. J'ai été journaliste pendant longtemps, pendant plus de 25 ans. Puis ensuite, je me suis engagé dans la vie politique. Et j'ai donc été membre du Parti écologiste, du Parti vert, dont j'ai été le candidat à l'élection présidentielle en 2002. J'ai été maire de Bègles, une ville de la banlieue bordelaise, pendant 28 ans. Et j'ai été député à l'Assemblée nationale, député écologiste, pendant 20 ans, de 1997 à 2017, date à laquelle j'ai laissé ma place de maire, considérant que 28 ans c'était beaucoup. Et je n'ai pas été candidat aux élections législatives, considérant que 4 mandats, 20 ans de Parlement, c'était suffisant, surtout quand on appartient à une formation politique qui réclame la vitalité démocratique et le renouvellement. Voilà, j'étais donc, depuis cette époque, je suis plutôt dans la transmission, et j'ai renoué, on va dire, avec ce qui est mon seul métier, le journalisme, mais de loin, puisque je n'ai plus de carte de journaliste, mon numéro de carte était 29 678, et que je réponds à la sollicitation de mes amis écologistes lorsqu'ils me le demandent, sans m'imposer, parce que j'ai trop vu de vieux qui voulaient s'imposer lorsque j'étais en fonction. Et quand j'ai des sollicitations pour des reportages ou des documentaires, je n'hésite pas à y répondre. D'ailleurs, pour ce qui concerne les documentaires, je n'attends pas qu'on vienne me chercher. Je propose des idées de documentaires qui peuvent être réalisés. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été diffusés par Arte, France 5 ou France 2, avec notamment un réalisateur qui s'appelle Philippe Borel. On a décidé de vous faire venir aujourd'hui, en grande partie pour votre passif dans le journalisme, votre grande expérience dans le journalisme. On va discuter un petit peu de votre regard sur la presse, comment ça se passait déjà à votre époque. Quel âge vous avez ? Eh bien, comme je suis né le 25 décembre 1948, si vous êtes bon en calcul, vous allez considérer que j'aurai 72 ans le 25 décembre 2020. Donc Noël est encore bien vert. On vous a fait venir pour tout ça, pour aussi faire de la transmission, peut-être combler le fossé intergénérationnel, essayer de mettre les choses à plat. Pourquoi il y a tellement de défiance face à la presse ? Est-ce que c'est vos années qui ont mis les graines de cette défiance ? On va essayer d'explorer ce type de questions. On va essayer de se tarder aussi sur la crise du Covid, peut-être la crise écologique aussi, les institutions, le monde politique et toutes ces petites choses qui ne sont en fait que l'écume des choses. Oui, enfin, c'est pas l'écume des choses. Tout ce dont vous venez de parler, ce sont les symptômes d'une société malade. Disons que si on devait résumer l'entretien que nous allons avoir pendant un certain nombre de quarts d'heure, ce serait de se demander pourquoi le futur a laissé la place à l'incertain. Et quand on est dans le brouillard de l'incertitude, ça touche toutes les catégories de la société. Comme diraient mes confrères journalistes, ça touche la société dans tous les compartiments du jeu. Ça ne touche pas que les plus vulnérables, ça touche aussi ceux qui sont considérés comme nantis. Parce qu'on ne peut pas construire un projet et un récit sur de l'incertitude. Et c'est précisément ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, quand vous évoquez la situation d'aujourd'hui, c'est pas simplement une situation sanitaire, c'est l'expression de ce que certains, que vous avez d'ailleurs reçus ici, comme Pablo Servigne, appellent les signaux, les perturbations qui peuvent conduire à l'effondrement d'un monde. Alors je ne suis pas dans la lignée de ceux qui pensent que nous sommes en train d'assister à la fin du monde. Ça, c'est une version apocalyptique et millénariste qui ne peut que conduire au fait que on refuse toute action politique pour changer le monde,
puisqu'on est tellement vitrifié et figé par cette idée de l'apocalypse. Ce que propose d'ailleurs Pablo Servigne, c'est pas du tout ça, c'est l'idée de la fin d'un monde. C'est-à-dire qu'on est en train de voir, à travers cette métaphore géante et planétaire qu'est la Covid-19, on est en train de constater la fragilité et la vulnérabilité du modèle de société qui est aujourd'hui dominant, ce qu'on appelle le capitalisme ou le néolibéralisme. Ce que certains auteurs, comme Serge Audier, dans son dernier livre qui s'appelle La Cité écologique, appellent l'anthropo-capitalocène, puisque les hommes estiment que c'est le capitalisme qui est la cause de tous nos maux, ce en quoi ils se trompent, parce que le productivisme soviétique a apporté les mêmes, les mêmes horreurs, à la fois en termes de liberté, en termes humains et en termes écologiques. Et anthropocène, c'est sans doute une très bonne qualification, sauf que tout le monde n'a pas la même responsabilité dans la situation écologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On va parler de votre marronnier plus tard. La presse. Alors la presse... Attendez. Qu'est-ce qui explique cette défiance du peuple face à la presse? Qu'est-ce qui a créé ce climat délétère? C'est parce que les journalistes ne font plus correctement leur travail? C'est parce qu'il y a plus de 10% des journalistes qui travaillent correctement? C'est parce que 90% des journalistes ont été sélectionnés pour prolonger le ronron quotidien? C'est parce que tout simplement les journalistes sont déconnectés? Qu'est-ce qui a amené la presse à être détestée autant qu'un croque-mort? Alors, dans votre question, il y a déjà plusieurs éléments de réponse. Il se trouve que, comme j'étais journaliste et que j'essayais d'avoir un regard détaché sur mon métier, j'ai essayé de l'analyser, tout en étant dedans et dehors. Et en 1988, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La dictature de l'audimat ». C'était sans doute prémonitoire. Mais si je l'ai écrit en 88, aux éditions La Découverte, c'est parce qu'il y avait déjà les signes de cette course à l'audience. Donc je pense que ce sont des raisons principalement économiques, finalement, qui ont conduit à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la presse. Qu'est-ce que vous entendez par... Eh bien, parce qu'il fallait qu'elle soit rentable. Et moi, je me souviens très bien... Que la merde, ça rapporte, c'est ça? Exactement. Et c'est ça qui a complètement pourri le monde de l'audiovisuel en particulier. Alors, quand on ajoute à ça la naissance des télévisions d'information en continu et la privatisation de grandes chaînes publiques, l'avènement des réseaux sociaux, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez notamment les télévisions d'information en continu, elles sont dans une concurrence obscène et effrénée avec les réseaux sociaux. Au point que, comme le dirait Trump, la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette course folle, elle est un véritable poison. Moi, j'ai souvent expliqué que, au fond, la presse d'une manière générale, mais il ne faut pas mettre toute la presse dans ce même panier parce que ce n'est pas vrai. Mais disons que le mainstream, il est victime de 3 poisons qui d'ailleurs se sont répandus dans l'ensemble de la société. C'est la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion et la simplification. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez certaines émissions absolument effroyables, je pense notamment à des émissions comme celle de CNews, l'émission de Pascal Praud, par exemple. Le journal de France 2. Ou le journal de France 2, oui, qui ne va pas aussi loin que l'heure des pros. Mais oui, en effet, on vit l'image, la télévision, d'une manière générale. Alors, disons, on va faire des classifications. La télé d'information en continu, elle véhicule l'image d'un monde qui ne peut pas se passer d'image. C'est un petit peu la technique du sapeur camembert. Il y a un trou, il faut le remplir. Donc c'est ainsi que vous pouvez voir émerger des faits divers totalement banals, qui n'ont aucun sens journalistique, qui ne suscitent pas une explication pour éclairer l'opinion, puisque le rôle du journalisme, c'est d'essayer d'éclairer l'opinion afin qu'elle se fasse une idée sur le monde. D'influencer. Non, c'est de l'éclairer. Non, c'est pas de l'influencer, bien sûr. Je vous pose cette question, on va rebondir sur les élections américaines. Mais j'ai pas terminé mon explication sur le... On a du temps. D'accord. Je vous coupe. Les élections américaines, les journalistes sont censés être éclairés, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais comment se fait-ce
que les résultats ne soient pas annoncés officiellement et que déjà les médias annoncent... Ah oui, non, mais là, vous parlez des États-Unis, c'est tout à fait différent. Non, mais le courant français de la presse fait la même chose. Hein, emboîter le pas tout de suite derrière. Non, mais ça fait longtemps. Alors, même si Biden a déjà gagné, oui. ou pas, oui. Ils ont les résultats de où? C'est ça éclairer, c'est-à-dire donner une tendance ou influencer l'opinion publique? Non, mais ça, c'est lié à la... En effet, on peut très bien dire aujourd'hui, mais alors là, vous vous classez du côté des complotistes qui... Pourquoi on se classe devant les complotistes? Parce que c'est une tradition aux États-Unis. D'abord, on ne dit pas qu'il est élu, il est le president-elect. D'ailleurs, les télévisions sont appelées, après avoir consulté l'agence AP, qui est une coopérative de plusieurs agences qui fixe d'une certaine manière la règle, qui est une règle non écrite. Lorsque AP considère que it's time to call, pour appeler, alors les télévisions, c'est la tradition, annoncent cette élection. Mais ils l'annoncent sur des bases solides. Et pourquoi il n'y a pas d'annonce? On n'attend pas l'annonce officielle. Pourquoi il n'y a pas l'annonce officielle d'un ministère de l'Intérieur? Parce que les États-Unis sont un gouvernement, sont une république fédérale, et que ça dépend des États, que de toute façon le dépouillement ne se fait pas au même moment, ou en tout cas pas à la même vitesse, qui ne se fait pas au même moment parce qu'il y a 4 fuseaux horaires, donc on ne peut pas être dans la même logique qu'en France, mais ce système fonctionne depuis le 19e siècle, et jusqu'à maintenant, il ne me semble pas qu'il y ait eu des erreurs si graves que ça remettait en cause ce qu'a annoncé les télévisions à la suite de l'agence AP. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que les sondages et les sondeurs ont pris de plus en plus d'importance dans la vie politique. Et dans la vie des journalistes? Oui, dans la vie des journalistes, sans doute. Oui, puisque vous avez aujourd'hui, mais ça c'est une perversion des sondages, puisqu'on fait un sondage à n'importe quelle occasion. Vous aviez bien vu comment, par exemple, sous la période sarkozyste, on a pratiqué ce que nous appelions, certains d'entre nous, le populisme pénal. À chaque fait divers important, on suscitait une loi. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est ce que j'appelle la dictature de l'émotion. Et on ne construit pas l'état de droit et on ne garantit pas nos libertés en répondant uniquement à l'émotion. La force de la loi, c'est justement d'être délibéré, d'être débattu à froid. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vous aviez des télés, notamment les télés d'information en continu, qui lançaient des sondages. Ces sondages, ils sont un petit peu comme Facebook. Je n'y vais pas, moi j'ai jamais fréquenté les réseaux sociaux, ni Facebook, ni Twitter, un peu par principe philosophique, influencé par celui qui était mon professeur avec qui j'ai milité, qui s'appelle Jacques Ellul. Mais en effet, vous voyez bien que Facebook, ce sont des petites tribus. Hein, c'est comme des espèces de bantoustans, comme l'était en Afrique du Sud, où chacun se conforte. Eh bien, oui, quand vous faites des sondages après des faits divers, la question qui est posée, c'est des questions qui suscitent des réponses qui vont dans le sens de ce que souhaitent les journalistes et même quelquefois le pouvoir. Donc, bien souvent, les journalistes se transforment en relais d'un pouvoir qui de plus en plus prétend représenter le peuple en choisissant les méthodes du populisme. Parce que ça, c'est du populisme. Pardon ? C'est vous qui virez complotiste. Non, je ne vire pas complotiste, je fais un constat. Je ne vire pas complotiste, je ne vous accuse pas de complotisme. Mais je pense que ce qui se passe aux États-Unis ne peut pas être remis en cause, sauf par M. Bolsonaro ou Mme Le Pen. Ce qui est exactement le cas aujourd'hui, je vous signale. Très bien. Est-ce que le fait que la population soit en défiance totale face à la presse, ça va faire changer la presse ou la presse va continuer son ronron quotidien ? Mais la population, elle n'est pas simplement... C'est ça le problème. C'est que la population, elle n'est pas simplement en défiance vis-à-vis de la presse, elle est en défiance vis-à-vis des politiques aussi. Et elle met dans le même sac la presse et les politiques. C'est ce que, dans une version de la simplification, on appellerait les élites contre le peuple. Bon, on a notamment qualifié le mouvement des Gilets jaunes d'un mouvement du peuple contre les élites. Il y avait de ça dans le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qu'on remis en cause, et c'est ça qui est le plus important à mon point de vue, et on n'en a pas encore tiré les conséquences, c'est que les Gilets jaunes, ils ont interpellé, pour la première fois depuis longtemps, la représentation politique et la représentation des journalistes. Et en effet, ils ont montré
qu'il y a une sorte de lien aujourd'hui entre le monde politique et le monde médiatique qui fonctionne finalement d'une manière un petit peu en circuit fermé, qui fonctionne un petit peu hors sol. Dans le bouquin que j'avais écrit qui s'appelait La dictature de l'audimat, j'avais dit les médias parlent aux médias. Et au bout d'un moment, vous avez toute une partie de la France qui ne se sent pas concernée par la manière dont on aborde le monde, ou dont cette catégorie aborde le monde. Ils deviennent de plus en plus invisibles, et ils nourrissent ce qui est le carburant du populisme, le ressentiment. C'est d'ailleurs là-dessus que, par exemple, Trump a prospéré. Et c'est vrai que dans le journalisme, il y a en effet cette tendance depuis longtemps à une forme d'embourgeoisement. Mais il ne faut pas non plus mettre tous les journalistes dans le même panier. 2%, parce que la plupart... Pardon ? C'est 2%. La plupart des journalistes en France, c'est... Pardonnez-moi l'expression. Mais la plupart des journalistes... C'est des crèves la dalle. Mais tout à fait. Je peux en témoigner, puisque j'étais journaliste, et puis après j'étais interrogé par les journalistes. À la salle des 4 colonnes, par exemple, à l'Assemblée nationale, dont je faisais partie, dont j'étais un bon client. Je voyais des jeunes journalistes qui étaient des porte-micros, en fait. On leur disait, il faut que tu fasses 30 secondes de ma mère, 40 secondes de trucs, 1 minute d'un tel. Mais c'est pas ça, le métier. Et je me disais, les malheureux, on les a transformés en soutiers de l'information. Ce sont des OS de l'information, ce qu'on appelait... Et c'est vrai que chez les... qui pratiquent le métier selon des exigences, finalement, économiques. Parce qu'on leur dit, si tu fais pas ça, il y en a 10 derrière toi qui accepteront de le faire. Et donc c'est vrai qu'on est dans le monde journalistique aujourd'hui, c'est un monde de classe. Il y a les aristocrates de l'information, puis après il y a les petits bourgeois, et puis après il y a ceux qui remplissent la machine. Bon, parlons de votre... Et qui eux sont complètement précarisés. Parlons un peu de votre grande expérience. Vous avez présenté un journal un jour, quelque chose qui ressemblait ? Ah oui, j'ai même fait plus que ça, oui. Oui, à la demande de Louis Berriot, il faut rendre à César ce qui lui appartient, même si Louis est aujourd'hui décédé. Il était rédacteur en chef de la rédaction d'Antenne 2, donc Jean-Pierre Elkabbach était le directeur de l'information, et il m'a fait venir de Bordeaux pour créer avec lui, je parle de Louis Berriot, la première émission généraliste traitant de questions d'environnement et de défense du consommateur qui s'appelait C'est la vie. Donc j'ai présenté et dirigé cette émission pendant 5 ans, de 1977 à 1981, ce qui est à peu près la préhistoire, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et ensuite, pendant 5 autres années, j'ai présenté le journal de 13h, qui s'appelait Antenne de midi. Et après, pendant 5 autres années, j'ai animé et conduit une émission sur les droits de l'homme, qui s'appelait Résistance, où mon métier consistait à aller voir les victimes plutôt que les bourreaux, un peu partout dans le monde. Votre regard sur les fake news. Première question, est-ce que vous avez été obligé d'annoncer au journal des fake news qui se sont révélées des fake news par la suite? Non, je n'ai pas été confronté à cette situation. Si je vous demande de vous mettre dans la peau, par exemple... J'ai vécu un moment que j'ai d'ailleurs expliqué plus tard, qui m'a valu un procès pendant 10 ans, qui a été réglé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme. La catastrophe, c'est Tchernobyl. En effet, je présentais le journal de 13h au moment de Tchernobyl, mais on était 2 présentateurs qui alternaient semaine après semaine. Et donc c'est vrai que j'ai vu comment le lobby nucléaire était en train de nous mentir. Ils avaient délégué le premier d'entre eux, qui était le patron du SCPRI, qui s'appelait le Service Central de Protection des Rayons Ionisants, qui était l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire, qui s'appelait le professeur Pellerin, et qui venait nous expliquer, sans le dire formellement, que finalement il n'y avait rien à craindre en France, et que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières. Il ne l'a pas dit textuellement. Mais nous recevions des images. Les grandes chaînes sont abonnées à une bourse d'images qui s'appelle les EVN, qui sont envoyées le matin et le soir. Donc, quand vous regardez aujourd'hui le journal de TF1 ou le journal de France 2 ou tous les autres journaux, vous voyez souvent, pour des événements où les reporters, les envoyés spéciaux de ces chaînes n'étaient pas présents, vous voyez souvent les mêmes images. Ce sont des images envoyées par cette bourse d'échange. Et la bourse d'échange nous envoyait des images de Suède et d'Allemagne, où ils expliquaient que le nuage avait franchi leurs propres frontières. Et donc il nous a fallu plusieurs jours
pour que l'on fasse comprendre, pour que l'on convainque les journalistes du service scientifique qu'on ne pouvait pas rester sur cette position, puisque la Suède et l'Allemagne nous expliquaient que le nuage n'avait pas franchi les frontières de la France. Donc le professeur Pellerin, qui n'arrêtait pas d'expliquer que si on faisait des moyennes, il n'y avait rien à craindre, sauf qu'il oubliait de dire qu'en Corse et dans l'Est, il y avait des taux de radioactivité qui étaient très élevés, a été viré, a été, comment dire, interdit d'antenne. Il a été remplacé par le ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelait Madelin. Et après, alors bien après, l'OMS a effectivement démontré que ce qu'avait raconté le lobby nucléaire était pas juste. Alors le procès, c'est un procès qui m'est arrivé, mais bien longtemps après, en 2000. J'étais l'invité d'une émission de Thierry Ardisson, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il fait toujours la même sous des titres différents, avec Michel Pollack. Et Michel Pollack, c'était un grand lecteur. J'ai découvert beaucoup d'auteurs grâce à ce qu'écrivait au conseil de Michel Pollack. Et Michel Pollack évoque au cours de cette émission le livre d'une auteure qui est devenue depuis prix Nobel, qui s'appelle Svetlana Alexievitch, qui a écrit 3 grands livres sur l'Union soviétique. Le premier sur l'Afghanistan, qui s'appelle Cercueil de fer. Le second sur Tchernobyl, qui s'appelle La supplication. Et le troisième qui s'appelle La fin de l'homme rouge. C'est ce qu'elle appelle des livres de paroles, où elle recueille des témoignages. Et La supplication, c'est un livre formidable sur Tchernobyl. Et donc, il évoque ce livre. Et moi, ça me rappelle ce que j'avais vécu en 86 pendant le journal, et je dis ah tiens, mais je me souviens du professeur Pellerin, d'un sinistre personnage, voilà exactement ce que j'ai dit, d'un sinistre personnage qui s'appelait le professeur Pellerin et qui venait nous expliquer que le nuage n'a pas franchi les frontières de la France. Et le professeur Pellerin ne m'a pas attaqué pour sinistre personnage en diffamation, mais parce qu'il n'a jamais prononcé le mot le nuage n'a pas franchi les frontières de la France. Raison. Donc j'ai perdu en première instance, non, il n'avait pas raison, parce que il avait menti sur les effets du nuage. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai été condamné en première instance, en appel, en cassation, et mon avocat Antoine Comte m'a dit on ne peut pas en rester là. Et donc on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné le gouvernement français, et je suis revenu devant les tribunaux pour que cette diffamation soit supprimée de mon casier judiciaire, et ça s'appelait l'arrêt Mamère. Voilà. Très bien, l'arrêt Mamère, ça passe bien. C'est un nom facile, hein. Ouais. C'est un nom qui peut être interprété dans tous les sens. Tout à fait. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau d'un journaliste qui nous annonce les armes de destruction massive de Saddam Hussein? Est-ce que vous pensez que tous les journalistes qui nous ont annoncé ça à longueur de journée ont eu une conduite introspective? Non, je pense qu'ils se sont... Est-ce qu'il y a eu un mea culpa des chaînes de télé? Aucun, mais vous n'avez jamais vu de mea culpa des chaînes de télé, ni des... D'ailleurs, ce serait injuste de n'attaquer que les chaînes de télé. Quand des journaux de la presse écrite mettent affichent en une des gens dont on ne sait même pas s'ils sont coupables ou innocents et dont on découvre l'innocence après, vous les avez vus, vous excusez, vous? Ces gens qui, dans la vie, peut être totalement chamboulés. Vous parlez de Nicolas Sarkozy, là? Non, mais c'est valable. Taquiedine. Oui, ça c'est autre chose. La justice est là pour faire la vérité. Et j'espère que les juges d'instruction qui sont en charge de cette affaire ne vont pas la laisser tomber. Quelle indignité. mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en effet, ça fait partie d'une forme d'arrogance de la presse. On considère qu'une fois que c'est dit, et qu'on n'a pas à revenir en arrière. De toute façon, tout le monde l'aura oublié. Non, il y a des gens qui ne l'oublient pas. D'abord, ceux chez qui ça laisse des traces durables, ils ne l'oublient pas parce que ça peut chambouler leur vie et les plonger dans de profondes dépressions. Et puis parce que la logique voudrait qu'en effet, il y ait non pas un monde honorable de la presse, mais qu'elle reconnaisse ses erreurs. Alors, pour la petite réponse qui a été apportée, je pense que ça date des années 80, c'est pas si vieux que ça finalement, c'est le médiateur. Donc par exemple sur France Inter, une fois par mois, vous avez la médiatrice qui répond à des questions, à des réflexions des auditeurs qui ont estimé que tel ou tel reportage ou tel éditorial était biaisé selon eux. C'est hérité d'une vieille... comment dire, d'une règle qui existe, d'une coutume
qui existe principalement dans les pays anglo-saxons, que nous avons copié, qui s'appelle l'Ombudsman, qui existe depuis longtemps. Par exemple, la presse américaine, je pense en particulier au New York Times et à d'autres grands journaux, lorsqu'ils commettent, lorsqu'ils ont ce qu'ils ont affirmé et remis en cause et que la vérité non pas alternative, parce que ce mot-là est absolument effroyable, mais lorsque la vérité est établie, qu'ils se sont trompés, ils le disent, ils le reconnaissent. Ce n'est pas le cas dans notre pays, où il y a cette espèce de poids de la télé. Moi, quand j'étais journaliste et que je présentais des journaux, on n'était que 2 journaux, que 2 chaînes, 2 grandes chaînes qui avaient un journal à 13h. C'était TF1 et Antenne 2. Vous imaginez le poids qui était le nôtre. Bon, peut-être qu'il y avait moins de récepteurs de télé, mais c'était énorme. Aujourd'hui, c'est complètement explosé. Il y a je ne sais pas combien de chaînes. Ça ne veut pas dire pour autant que l'influence est multipliée par autant de chaînes. Non, je ne crois pas. Mais, et de toute façon, je pense qu'il faut aussi que l'on soit, comment dire, que l'on soit équilibré avec ça, parce que on se rend compte que ce ne sont pas les télés qui font les élections. Par exemple, quand on a accusé L'Heure de vérité, qui était une émission politique des années 80, qui avait invité Le Pen. Vous avez entendu à plusieurs reprises la Vox Populi ou certains commentateurs et observateurs dire que Le Pen, le succès de Le Pen, c'était la faute à la télé, à L'Heure de vérité. Mais c'est une équivoque totale. Le Pen, il est né dans la société. Et si Le Pen a prospéré, c'est sur les renoncements de la gauche, sur les complaisances de la droite, les odeurs de Chirac, et tout ce qui a pu être, toutes les concessions qui ont été faites à l'extrême droite avec des gens qui sont allés braconner sur leur terre. C'est ça qui a fait prospérer Le Pen. C'est pas la télé. Et Giscard, on disait qu'il tenait la télé quand j'y étais. Ben Giscard, il a été battu par Mitterrand. Donc les télés, elles n'influencent qu'aux marges. Aux marges. Mais c'est pas elles qui font l'élection. Est-ce que vous êtes sûr de ça? J'en suis certain, la preuve. Je viens de vous l'apporter. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait... Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on ne parle pas des gens qui votent extrême droite, ou qu'on les décrive à chaque fois comme des fronts plats, des cutéreux, des arriérés cathos, ou des choses comme ça, est-ce que ça les pousse pas à se radicaliser à chaque fois? Est-ce que le journaliste de tendance extrême-gauche, formé dans une université d'extrême-gauche, issu d'un milieu où l'extrême-gauche se gargarise de son côté intellectuel, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir 2 prismes de lecture totalement opposés ne génère pas de la radicalisation de l'autre côté du micro, de l'autre côté de la caméra? C'est-à-dire que quand on voit... L'avocat du diable, quand on voit à chaque fois, tout le temps, toujours les mêmes présentés comme des attardés, est-ce que vous pensez pas que c'est cette presse, cette télévision qui les pousse à se radicaliser? Je prends le même exemple avec les anti-vaccins. À chaque fois, les décrire comme des demeurés, bon, on va dire qu'il y en a certains, ils en ont une sacrée couche quand même. Mais à chaque fois, de ne pas avoir cette bienveillance, ne pousse-t-il pas à ce qu'ils se radicalisent, et le pire, qu'ils se taisent? Alors, là encore, il y a des réponses dans les questions que vous posez. Non, je ne suis pas du tout convaincu de ce que vous dites sur les journalistes d'extrême gauche. D'abord, à la télé, il n'y en a pas de journalistes d'extrême gauche, ils sont tout de suite éliminés. Pourquoi? Parce que justement, ils sont considérés comme subversifs. Et donc, la pensée dominante, elle n'est pas d'extrême gauche, que je sache. Donc, quand on est d'extrême gauche, eh bien, on se réfugie dans des journaux en ligne. Comme la Libération? Non, Libération, c'est pas d'extrême gauche. C'est pas d'extrême gauche, mais je ne les connais pas, mais je sais qu'il y en a. Par exemple, est-ce que c'est d'extrême gauche? Mais il y a des lieux de réflexion très intéressants. Je pense par exemple à Le Vent se lève. Une autre qui s'appelle Lundi matin. Bon, ce sont beaucoup d'intellectuels et aussi de journalistes qui sont plutôt radicaux, que vous pouvez qualifier d'extrême gauche. Je ne sais pas si on peut leur attribuer ce titre-là. Oh, il y a ultra-gauche encore.
Comment ? Il y a ultra-gauche. Non, ultra-gauche, ça c'était inventé par Madame Alliot-Marie et son cabinet noir pour mieux stigmatiser les gens de Tarnac. Et tout ça, c'est une invention. C'est très bien que vous parliez d'ultra-gauche, parce que ça a été inventé par un cabinet de droite qui voulait diaboliser les gens de Tarnac après toutes les aventures que l'on a connues pour essayer de démontrer qui c'était les responsables, tout simplement parce que Coupa et ses copains sont qualifiés comme des gens subversifs parce qu'ils ont une pensée radicale, hétéronome, on va dire, et ça ne plaisait pas au pouvoir parce que le pouvoir en avait peur, comme il a eu peur de Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire que que quand on a peur de gens comme ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes ou qu'on a peur des gens de Tarnac, ou des gilets jaunes. Ou des gilets jaunes, je ne sais pas à l'opposé d'ailleurs, ou des gilets jaunes, ça veut dire que la démocratie est très faible, puisqu'elle a peur non pas de son nombre, mais elle a peur de tout ce qui lui renvoie ses défaillances, tout ce qui lui renvoie au visage, comme un miroir, ses renoncements et ses complaisances. Mais ultra-gauche, c'est en effet un mot qui a été inventé par le cabinet d'Alliot-Marie, un mot typique de la propagande, et qui a été repris comme un seul homme, par l'ensemble de la presse. Voilà. Et donc c'est vrai que les journalistes se précipitent bien souvent sans vérifier sur ce qu'on leur donne à manger, d'une certaine manière. Parce qu'on les a affamés derrière. Avant, on les a affamés. Donc, non, les journalistes ne sont pas affamés, mais les journalistes sont affamés quand même. Ils sont affamés de scoop. Ils sont affamés de bruit, ils sont affamés de buzz médiatique pour beaucoup d'entre eux. Ils sont affamés, la plupart des journalistes. Affamés dans quel sens ? Ils gagnent pas un radis. Ah bon, là, non, mais ça c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir. Comment on le fait statut social et l'économie du journalisme. Comment on fait pour qu'un chien obéisse ? À votre époque, on faisait comment ? J'ai jamais eu de chien, donc je peux pas vous dire comment on fait pour qu'un chien obéisse. En tout cas, ce que je sais, c'est que soit on leur tape sur la gueule, soit on les affame. Non, il y a peut-être d'autres méthodes pour faire obéir les chiens qui sont plus douces. Est-ce que les journalistes, c'est un peu pareil ? C'est-à-dire qu'on leur donne pas à manger, on leur donne des salaires de misère, et ensuite on leur dit maintenant vous allez rapporter. Donc ils mordent tout ce qui bouge, ils attrapent tout ce qui bouge. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans la mesure où une très grande partie des journalistes est dans la précarité, ces journalistes-là peuvent être en effet un terreau favorable pour aller chercher, y compris dans les poubelles. Ça, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour qualifier tous ces journalistes de fouilles-poubelles et de fouilles-merde, il faut dire les mots comme ils sont. Moi, j'en ai vu beaucoup de ce qu'on appelle... En fait, ils appartiennent à quelle catégorie ? Ils appartiennent à la catégorie qu'on appelle les intellectuels précaires. Bon, vous allez dans une grande radio, allez dans des grandes émissions de télé qui ne sont pas produites par les télés, mais par des producteurs. Vous avez beaucoup de gens qui préparent ces émissions, qui sont des précaires, qui vont aller travailler pendant 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois à tel endroit, une période de chômage, et puis tous ces gens-là, ils étaient où ? Il suffisait d'aller à Nuit debout. Pendant la période de Nuit debout, vous alliez place de la République, j'habite à côté, c'est pas parce que j'habite à côté que j'y allais d'ailleurs, c'est parce que c'était intéressant, et vous aviez beaucoup de ceux qui étaient à Nuit debout, c'était ce qu'on appelle des intellectuels précaires. Et ces intellectuels précaires aujourd'hui, avec la crise de la Covid-19, ils sont particulièrement menacés et encore plus fragilisés et encore plus vulnérables. Et je ne parle pas de tous ceux que l'on appelle les invisibles et qu'on commence justement à voir sur les écrans de télé. C'est peut-être un des aspects, disons un effet collatéral qui peut être considéré comme positif puisque ça rend visible la misère dans laquelle se trouve un certain nombre de Français. Aujourd'hui, je crois que le chiffre qui a été donné ce matin, au moment où l'on parle, c'est 10 millions de Français qui sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est un chiffre effrayant. C'est un chiffre effrayant. Et donc, en effet, j'ai le souvenir, puisqu'on a le temps d'en parler, pendant le premier confinement, j'avais lu un excellent reportage d'une journaliste du Monde qui s'appelle Couvler sur la situation à Clichy-sous-Bois. Un reportage qui montrait comment des familles qui, par exemple, pouvaient bénéficier de la cantine, la cantine c'est 1 €, donc il n'y a plus de cantine. Pour nourrir votre enfant, ça va vous coûter plus d'1 €. Donc des familles qui se trouvaient subitement, d'abord dans un confinement qui était en nette surpopulation,
et avec un budget qui n'arrivait pas à nourrir la famille. Et donc j'avais vu dans ce reportage que l'association AC Le Feu de mon copain Mohamed Meshmash était très active pour venir en aide à ces familles. J'ai appelé Mohamed qui m'a dit, et en effet, s'il n'y avait pas eu, si on n'était pas là et s'il n'y avait pas ces associations pour les aider pour les aider à se nourrir en fait, hein, et à subvenir à leurs besoins, il y aurait des explosions, enfin il y aurait des situations plus que critiques. Et on les voit aujourd'hui. Regardez les camps de migrants, le camp de migrants qui est au nord de Paris, où déjà est en train d'apparaître une maladie comme la gale que l'on croyait éradiquée. Donc c'est vrai que la Covid a accéléré les inégalités, qui est quand même aujourd'hui le mal principal de notre société. Revenons à nos fake news. La dernière fake news que vous ayez vu annoncée sur le service public. Vous avez vu quoi comme fake news la dernière fois annoncée sur le service public? Vous voulez dire en tant que spectateur? En tant que spectateur. Je sais plus. Je sais plus, d'abord parce que, pour ne rien vous cacher, je regarde pas beaucoup les journaux. Alors, ça redevance? Oui, je paye ma redevance, oui. Mais je regarde très peu les journaux. Normalement, à votre âge, c'est pas gratuit, la redevance? Je ne crois pas, non. Non, faudrait demander à ma femme, mais je sais pas, non. Non, je la paye, la redevance. Pourquoi elle serait gratuite pour moi? Je sais pas, à partir de la carte Vermeil, je crois qu'on a une redevance gratuite, non? Oui, non, mais c'est en fonction des revenus, non? C'est vrai. Donc, bon, vous avez peut-être raison, on va demander à notre communauté de fact-checker ça. Oui, en fait, je sais pas. La dernière grosse fake news que vous ayez entendue sur le service public, vous en rappelez pas? C'était que Tchernobyl, c'était quoi? Les armes de destruction massive? C'est il y a longtemps. Entre-temps, il y a eu sans doute d'autres fake news, mais... Alors, est-ce que les Français, il y a eu l'immense fake news, c'était celle de Bush, Bush le fils, sur les armes de destruction massive. Là, ça a été, j'allais dire, c'est le contraire, puisqu'on a eu le Villepin, qui, avec un certain panache d'ailleurs, a pris position à l'Organisation des Nations Unies contre l'explication de Colin Powell. À l'époque, encore des services de renseignement qui bossaient. Essayant de prouver que, oui, cela dit, la France n'était pas blanc-bleu, si je puis dire, avec Saddam Hussein. Rappelons-nous de la visite de Chirac à Saddam Hussein, et nous l'avons beaucoup aidé, ce sinistre. Aux Irak, c'est ça? Oui, absolument, oui, tout à fait. Donc, on a essayé de lui vendre du nucléaire. Et donc, la France a une responsabilité, évidemment, a eu une responsabilité dans la prospérité de Saddam Hussein, de la même manière qu'elle en a eu dans la prospérité de Kadhafi. Est-ce que la France... Mais ce jour-là, en effet, la fake news, elle était aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays affidés aux États-Unis, mais pas en France. Mais la dernière fake news, pourquoi? Vous avez un exemple à me donner? Je vous pose la question. Est-ce que pour vous, le départ de l'épidémie du Covid, ça a été oui, en effet. Alors la dernière fake news, c'est quand le professeur Salomon, qui est un petit peu le clone du professeur Pellerin de Tchernobyl en 1986. Attention, pas de diffamation chez nous. Hein. Non, je n'ai pas du tout à diffamer Salomon, mais on peut faire le parallèle entre 86, Tchernobyl, le responsable du nucléaire qui vient vous expliquer qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de problème, et puis 40 ans plus tard, en 2019, le directeur de la santé qui vient vous expliquer qu'il n'y a pas besoin de masque. Alors qu'il sait pertinemment avec le gouvernement qu'ils n'ont pas assez de masques, qu'il n'y a pas eu de renouvellement des masques, que ces masques ont été périmés. Oui, que ces masques n'étaient plus utilisables. Ça, c'est une fake news. Oui, mais il faut aussi lui dire merci. Pourquoi faudrait lui dire merci? Et imaginez-vous un vent de panique dans une population qui est, désœuvrée, paniquée, atterrée, en perte de confiance. Est-ce qu'après 2 ans de Gilets jaunes, le fait que Salomon mente consciemment... Enfin, il n'est pas le seul, il a menti au nom des autres. Hein. Oui. C'est une responsabilité solidaire. Donc, est-ce que c'était pas un geste patriotique de dire tout va bien se passer les enfants, continuez à ramer parce que sinon ça va être compliqué? Enfin, on peut l'analyser comme ça si vous voulez. Je fais l'avocat du diable. Oui, mais moi c'est pas... D'abord, pour croire au diable, il faut croire au bon Dieu. Donc...
À chacun, pas obligatoire. À chacun ici de nous dire ce qu'il en pense. Vous avez un ami imaginaire? Si j'ai un imaginaire, moi? Non, est-ce que vous avez un ami imaginaire? Est-ce que j'ai un ami imaginaire? Est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai été élevé chez les prêtres, oui. Oui, j'ai même fait la totale. J'ai été élevé chez les prêtres, les bonnes sœurs et les jésuites. Et votre côté? Et quand ma mère se désespérait, ma maman, se désespérait de ne pas me voir aller à la messe avec mes frères, je disais, maman, il n'y a pas de problème, on a 150 ans de messe devant nous, puisqu'on allait à la messe tous les jours quand on était chez les prêtres. Donc oui, j'ai été élevé dans la religion catholique, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de croire d'abord en l'homme. Vous y croyez ou pour vous c'est une fable comme le Père Noël? Je pense que, je ne sais pas si on peut dire que c'est une fable comme le Père Noël, mais non, je n'y crois pas. Non, disons que je suis agnostique maintenant. Vous n'attendez plus en dessous du sapin? Oh, j'ai longtemps attendu au-dessous du sapin, mais et le sapin, c'est pas de toute façon. Et je pense que le sapin, c'est beaucoup plus profane que c'est lié à la religion, mais c'est lié surtout. Le sapin, c'est quand vous parliez de la marchandisation de l'information, le sapin, c'est une manière de marchandiser la religion. C'est-à-dire, on l'a fait entrer dans le domaine séculier, mais c'était uniquement pour des raisons, finalement, des raisons souvent très commerciales. Quelle était ma première question, juste avant l'histoire du sapin? Votre première question, c'était de me demander quelle a été... c'était demandé si j'avais un ami imaginaire, et la question d'avant, c'était de me demander si quelle était ma dernière... vision, enfin, mon dernier constat de fake news. Et en effet, je ne m'en souvenais pas, je l'ai évoqué devant vous, grâce à vous, c'est la question du masque. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je pense que ce gouvernement, comme beaucoup d'autres sans doute à sa place, a été paniqué devant l'ampleur que prenait la pandémie. Mais vous savez, en fait, cette première réaction du gouvernement face à la pandémie, c'est conforme d'ailleurs à ce qui est dominant dans nos sociétés, c'est le déni. De la même manière que on pratique le déni face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité et à ses conséquences pour l'espèce humaine, de la même manière, on a été dans le déni vis-à-vis par rapport aux pandémies. On se croit, c'est la question de la démesure et de la puissance. L'homme moderne de nos sociétés modernes, dites modernes, se pense tellement puissant qu'il se croit invincible. Donc on n'a pas tiré les leçons de Ebola, on n'a pas tiré les leçons du sida, on n'a pas tiré les leçons du premier SRAS, ce qu'ont fait d'ailleurs les Asiatiques avec plus de pertinence, parce qu'on considérait que on était épargnés. Et d'ailleurs, j'ai entendu cette semaine, quand Pfizer a annoncé la mise au point d'un nouveau vaccin, j'ai entendu un infectiologue dire « c'est génial, ils ont trouvé une méthode qui est totalement révolutionnaire, grâce à ça, nous n'aurons plus jamais de pandémie, ou nous pourrons résister à toutes les pandémies ». Eh bien, encore une fois, on fonctionne dans le déni. On fonctionne dans cette idée selon laquelle la technique, comme le disait si bien Ellul, pourrait nous protéger de tout, sans remettre en cause les raisons qui conduisent à la situation dans laquelle on se trouve. Parce que la question de la pandémie, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. C'est quoi une zoonose? C'est quand l'homme se rapproche de plus en plus du monde sauvage. Or, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus vous déforestez pour nourrir avec du soja transgénique les bestiaux que nous mangeons ici, plus vous vous rapprochez du monde sauvage, plus vous vous rapprochez d'un monde qui est porteur de virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pathogènes pour l'homme. Donc continuons comme ça, et d'autres pandémies encore plus létales, nous en connaîtrons. Revenons à notre ami Jérôme Salomon. Oui. Et à notre ami le gouvernement. Vous ne trouvez pas qu'ils n'ont pas bien agi? Je ne sais pas s'ils n'ont pas bien agi au départ. Ils ont agi avec les moyens du bord. Que vouliez-vous qu'ils disent? Ils n'avaient pas de masque. Donc ils étaient obligés de mentir, de dire le masque, ça sert à rien. Oui, donc ils étaient complètement démunis. Est-ce qu'ils pouvaient dire à la société, qui commençait à avoir une grande trouille, est-ce qu'ils pouvaient dire à la société qu'ils étaient démunis? Qui ne servaient à rien, en fait. La réponse est non. La réponse est non, parce que la réaction de la société aurait été terrible. D'ailleurs,
pas du tout, pas simplement par rapport à la survie du gouvernement en termes politiques, mais du point de vue sociétal. La société, déjà qu'on est dans un monde où de plus en plus, qui ressemble de plus en plus à ce que racontait Hobbes sur l'homme est un loup pour l'homme, là on serait entré dans une logique absolument effroyable. Finalement, on a eu plutôt de la chance, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas simplement un problème de masque. C'était aussi payé au prix le plus élevé. C'est ce que les soignants sont en train de payer cher. Le titre du Monde d'aujourd'hui, c'est la grande fatigue des soignants. C'est que on a payé le prix de politiques menées par la gauche et par la droite, de privatisation, non pas de privatisation, mais de marchandisation des hôpitaux, ou en tout cas de réduction de moyens. Souvenez-vous de la loi sur les hôpitaux à l'activité. Donc il fallait que ça rapporte de l'argent. On a supprimé des lits. Donc le résultat, il est là. Et aujourd'hui, on est dans une situation à laquelle on ne peut pas faire face, et on est à chaque fois sur une ligne de crête qui peut amener à, comme c'est le cas en ce moment en Italie, à une situation que l'on ne contrôle plus. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'entre le premier confinement et aujourd'hui, le second confinement, on nous avait dit on va augmenter de 12 000 lits, ce qui n'a pas été le cas, ce qui était un gros mensonge. D'abord parce que pour ajouter des lits de réanimation, il faut compter à peu près 3 à 4 personnes pour s'occuper de ces lits de réanimation, et la formation de ces soignants qui sont très spécialisés, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans. Mais comme on a réduit le personnel soignant, voilà où on en est aujourd'hui. Donc c'est vrai que tout ça, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce sentiment de fragilité, cette obligation que nous avons de ne plus être en contact les uns avec les autres, cette naissance d'une société sans contact, qui ne fait qu'enrichir d'ailleurs les géants du numérique, c'est lié aussi à des politiques publiques qui ont conduit à un retrait de ce que l'on doit au public, à un retrait qui n'ont fait de la santé qu'une variable d'ajustement. Or, aujourd'hui, là, il est clair qu'on doit considérer que la santé est la priorité des priorités dans toutes les sociétés modernes. Revenons aux fake news et revenons à la défiance. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le gouvernement qui est le plus grand propagateur de défiance au sein même de sa population, à force de raconter des conneries, à force de s'arranger avec la vérité, à force de s'arranger avec l'actualité? Est-ce que maintenant, il n'est pas trop tard dans une grande partie de l'opinion publique pour retrouver confiance dans ces instances dirigeantes? Je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais les ingrédients pour l'érosion encore plus grande de la confiance de cette partie de la population sont là. En effet, on voit bien que... Alors, je pense que ce serait exagéré d'attribuer la seule responsabilité à ce gouvernement. C'est une responsabilité qui vient de loin. La défiance vis-à-vis du monde politique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est construite, cette défiance. Mais dans le même sac, on met les écoles qui ont formé cette upper class. Oui, mais c'est pas parce que vous supprimez l'ENA que pour autant vous supprimez la formation des upper class. Bourdieu l'a expliqué beaucoup mieux que moi sur la reproduction. Et je ne vois pas au nom de quoi on supprimerait Sciences Po. L'idée, c'est de permettre l'accès à Sciences Po de toutes les catégories sociales. Mais ça veut dire qu'avant, non, c'est pas, comme vous dites, on le voit pas, c'est pas que du violon. C'est aussi quel est le rôle que l'on donne à l'école? Et est-ce que on va faire les efforts nécessaires pour que l'école, elle aille partout, y compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui des territoires oubliés de la République, ce qui est d'ailleurs effrayant. On entend le discours du politique qui ressort tout de suite. Mais non, pas du tout. On va revenir sur l'école et l'hôpital juste après. Revenons. Mais c'est la reproduction, évidemment. Évidemment, c'est la reproduction. Quand vous êtes dans une famille qui a les moyens de vous suivre, par exemple, comme pendant le confinement. Pendant le confinement, celui qui est en situation de survie, il va se préoccuper d'abord de sa survie plutôt que de l'éducation de ses enfants qui ne vont plus à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a il y a toute une partie de la population française qu'on appelle les décrocheurs. Vous avez des profs, des instituts qui ne revoient plus un certain nombre de leurs élèves et qui ne les reverront plus. Ceux-là, ils sont passés par profits et pertes
on va dire du néolibéralisme, d'une société qui considère qu'en effet, il y a un certain nombre de gens qu'on ne reverra pas, qui peut-être, comme ça a été le cas en 2005, se révolteront, et puis on matera la révolte, et puis voilà, puis on oubliera. Et puis entre-temps, d'ailleurs, on votera des lois qui permettront de réduire encore un petit peu plus, de rétrécir encore un petit peu plus nos libertés, comme la dernière sur qui est censée répondre aux questions de sécurité générale et qui juge sur l'intention. J'ai jamais vu ça dans le droit français. Bref, et à faire des flics, effectivement, à donner encore un petit peu plus d'impunité aux flics. Bon, tout ça, en effet, ne peut que contribuer à nourrir ce sur quoi j'insiste, le ressentiment d'une partie de la population, qui va même peut-être, et c'est là où votre question est intéressante, qui va peut-être même organiser son invisibilité par rapport au pouvoir. Et se réveiller sous des formes qui peuvent être extrêmement dures. Je pense qu'on est à la veille, on n'a pas encore vu peut-être qu'un jour on se dira, finalement les gilets jaunes, c'était plutôt sympa. Les gilets jaunes. Ou les mecs de l'ultra-gauche, c'était plutôt sympa parce qu'ils écrivaient des bouquins et ils venaient pas... c'est que des cailloux, quoi. Il n'y avait pas d'explosion, en effet. Mais en effet, on peut se retrouver dans des situations de tel... c'est plus que du désenchantement, de tels sentiments d'injustice, de tels ressentiments vis-à-vis d'une autre partie de la population. C'est comme s'il y avait 2 France, ou 3 France même, on verra exploser dans certaines parties du pays des formes de révolte qui seront extrêmement dures et qui seront réprimées d'une manière très, très brutale et très violente. Alors, elles justifieront d'ailleurs, malheureusement, ça justifiera des régimes autoritaires. Hein. C'est clair. J'en arrive à la deuxième partie de ma question, qui est les préconisations pour éviter d'en arriver là. Parce qu'on est bien d'accord que le pouvoir en place ou l'administration en place chargée de faire le maintien de l'ordre s'y attend. On le voit dans la militarisation de l'espace urbain, la militarisation des procédures. On le voit bien, on le sent bien. Mais vous, en tant que vieux journaliste, en tant que musée du journalisme... Vous n'êtes pas sympa de me placer dans les musées. Antiquité, non. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des préconisations? Je suis quand même pas encore au musée. Est-ce que vous avez des préconisations à donner soit à vos confrères, soit au gouvernement, pour éviter d'en arriver là? D'abord, les préconisations, elles ne peuvent pas venir d'un seul homme ou d'une seule personne. Ça, c'est croire à l'homme providentiel. Et nous avons, dans ma famille politique, toujours combattu cette idée extrêmement pernicieuse. Les préconisations, elles sont simples. Que ce soit par rapport au terrorisme, que ce soit par rapport aux tentatives de réduction de nos libertés, que ce soit par rapport même aux conséquences que peut entraîner une pandémie comme la Covid, des conséquences politiques, la seule préconisation, c'est de défendre l'état de droit. C'est de défendre nos libertés, et c'est de les préserver, et c'est se battre contre tous ceux qui veulent les remettre en cause, contre tous ceux qui prétextent d'un événement particulier ou d'une succession d'événements pour réduire encore un petit peu plus nos libertés, ce qui, à court terme, apporte de la satisfaction à la société, parce qu'elle a peur, mais qui, à moyen terme et à long terme, devient dangereux. Pourquoi j'ai fait partie des 6 députés qui se sont opposés à la prolongation de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan? Parce que nous avions dit, les 6 réfusniques, nous avions dit que des prolongations comme celle-ci, il y en aurait d'autres. Il y en a effectivement eu d'autres. On était en train d'entrer dans une spirale qui a, d'une certaine manière, non pas englouti, mais rétréci nos libertés. Et ça s'est terminé comment? Quand Macron est arrivé au pouvoir, il a fait entrer dans le droit commun, par une nouvelle loi, un certain nombre de dispositions qui étaient vendues comme des dispositions d'exception. Voilà dans quelle spirale on est en train d'entrer. Et vous n'avez pas tort de dire que le gouvernement sait très bien qu'il peut être confronté à des situations explosives. C'est la raison pour laquelle il militarise de plus en plus la société et il l'accompagne de réduction de nos libertés, en favorisant d'ailleurs
un petit peu plus cette militarisation. C'est l'exemple de l'interdiction de diffuser les images de policiers pendant des manifestations. Heureusement qu'il y a eu des gens comme Dufresne et quelques militants solides et quelques ONG pour montrer ce qu'était devenu l'impunité de la police dans un certain nombre de manifestations. Heureusement que des avocats se sont associés pour défendre les victimes de violences policières. Mais vous savez, tout ça a commencé bien plus tôt qu'on ne le croit. Il se trouve qu'après la mort de Rémi Fraisse, la mort tragique de Rémi Fraisse à Sivens, nous avions encore le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Nos auditeurs, qui était Rémi? Rémi Fraisse, c'était un jeune. Rémi Fraisse, c'était un jeune militant écolo qui a rejoint la ZAD, la zone à défendre de Sivens, qui existait depuis plusieurs mois, qui se battait contre un barrage qui devait se faire à destination des irrigants de maïs et qui ne s'inscrivait pas du tout dans la logique de lutte contre le réchauffement climatique et qui ne pouvait que contribuer un petit peu plus à épuiser la ressource en eau. Donc c'était une bagarre d'écolo en fait. Hein. Et ce jeune Rémi Fraisse, il est venu rejoindre un soir les militants et il a été tué par une grenade tirée par un garde mobile qui défendait d'ailleurs un endroit qui n'avait pas à être défendu, qui était un chantier. Une semaine avant ce drame, j'y suis allé avec Cécile Duflot sur le terrain, où on a rencontré les zadistes, on a rencontré le préfet, qui avait une relation extrêmement tendue avec les militants sur place, qui n'avaient même pas daigné parler au porte-parole, que l'on a amené avec nous dans le bureau du préfet. Et on lui a dit, vous savez, monsieur le préfet, si vous ne faites pas un effort de discussion et de compréhension, il risque de se passer des choses graves. Une semaine après, Rémi Fraisse était tué tragiquement. Et après ça, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. La tradition veut qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une instance judiciaire, une procédure judiciaire, on ne peut pas demander une commission d'enquête parlementaire sur le cas précis, donc on ne l'a pas demandé sur Rémi Fraisse. Et donc, la commission d'enquête parlementaire, son titre, c'était comment adapter le maintien de l'ordre, c'était ça l'idée, comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression et au droit de manifester. Donc, comme c'était une initiative qui partait de notre groupe, j'ai été président de cette commission d'enquête parlementaire. Mais le groupe socialiste a refusé que j'en sois le rapporteur. Et c'est en général le rapporteur qui a le plus de pouvoir dans une commission d'enquête parlementaire, puisque c'est sur son rapport que la commission vote. Mais comme je sentais le soufre pour le PS, je n'ai été que président. Donc pendant 6 mois, tous les jeudis, nous avons auditionné différents acteurs venant de tous les milieux, y compris d'ailleurs des jeunes qui avaient été blessés par des tirs de taser. Le taser dont nous avions demandé en 2000 l'interdiction par une proposition de loi qui évidemment a été rejetée à cette époque. Et le rapporteur était un proche de Manuel Valls, c'était un des spécialistes, paraît-il, de la sécurité au PS, qui s'appelle Pascal Poplin, qui était député PS du nord de Paris, je crois. Et dans son rapport, c'est devenu comment adapter la liberté d'expression et le droit de manifester au maintien de l'ordre. Donc j'ai été le seul, avec Marie-Georges Buffet, le seul des 30 commissaires, à voter contre ce rapport. Mais quand vous lisez bien ce rapport, vous y voyez déjà le changement de doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays. Et si le maintien de l'ordre est devenu de plus en plus brutal ne correspondant plus à ce qu'était la doctrine de la mise à distance et de la volonté de la désescalade, eh bien c'est à partir de ce rapport-là. Donc vous voyez qu'il faut aller quelquefois fouiller dans les archives pour comprendre d'où cela vient et ne pas attribuer toujours les mêmes responsabilités à ceux qu'on voit pour l'instant, parce qu'avant eux, il y a eu un certain nombre de politiques qui ont eu une responsabilité et qui ont conduit vers la situation dans laquelle on se trouve. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a en effet un chemin qui devient de plus en plus chaotique et de plus en plus dangereux, qui peut nous conduire à des situations à une société qui en tout cas aura non pas renoncé,
Oui, qui aura renoncé à l'essentiel, c'est-à-dire la garantie de nos libertés, la mise... Aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel le préfet, le policier et le procureur précèdent le juge. Or, le juge, c'est celui qui garantit nos libertés. Non, mais le journaliste, il n'est pas, c'est pas lui il n'est pas préfet, il n'est pas policier, il n'est pas procureur. C'est lui qui est sous le robinet du policier. C'est lui qui est sous le robinet. Le journaliste, bien souvent, il ne fait que contribuer à renforcer, disons, à cautionner ce nouvel état des choses, ce nouvel ordre juridique. Mais il y a aussi des journalistes, qui se battent contre ça. Je me souviens très bien que, écoutez, il y a quand même des gens qu'on leur a donné, c'est les moines. Il en reste encore, mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, mais par exemple, quand on a fait avec Reporter d'Hervé Kempf, on avait fait à l'époque une enquête avec ces journalistes qui étaient disséminés à Nantes, à Paris, je ne sais plus dans quelle autre ville, pour faire le bilan des violences policières. Et nous avons fait une conférence de presse avec Amnesty International, avec le syndicat des journalistes, syndicat national des journalistes, le SNJ, à l'Assemblée nationale, sur cette enquête qui montrait à l'évidence les problèmes rencontrés. D'ailleurs, on n'a pas servi à rien, hein, puisque le défenseur des droits, M. Toubon, à l'époque, a accepté la saisine. Avec Pouria Amir Shrahi, nous avons saisi le défenseur des droits sur cette question des violences policières, à partir de l'enquête que nous avions menée avec Reporter. C'est le défenseur des droits a accepté cette saisine et dans son rapport a proposé l'interdiction de la LBD. C'est quoi la charte de Munich ? Là, pardon ? La charte de Munich. La charte de Munich ? De Munich, comme la ville. Ah, la charte de Munich, je ne sais pas pourquoi. Vous me posez cette question ? Juste comme ça. J'ai une question d'Internet. Non, mais éclairez-moi, c'est quoi la charte de Munich ? Oh, c'est un peu comme le serment d'Hippocrate, mais chez les journalistes. Je ne le connaissais pas, mais de toute façon, il n'y a pas de... Je pense qu'un code de déontologie des journalistes, c'est ce qu'il y aurait de pire. Hein. Pourquoi ? Parce que le journalisme ne peut pas être codifié de cette manière comme, par exemple, on va codifier la médecine. D'abord parce que c'est pas une science exacte, pas plus que la médecine, et que ça doit être la responsabilité des sociétés de journalistes. Oui, qu'il y ait des sociétés de journalistes qui aient plus de pouvoir au sein des rédactions, et puis le problème des journalistes, c'est que vous pouvez avoir le meilleur code de déontologie du monde, si vous êtes dépendant de grands groupes, comme c'est le cas aujourd'hui, votre code de déontologie, vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est pas pour rien que le reniement ou la conversion, le changement de Takieddine, dans quel journal il s'est fait ? Dans Paris Match. À qui appartient Paris Match ? À Lagardère. Qui est membre du conseil d'administration de Lagardère ? Sarkozy. Ça n'engage que vous. Attention, hein. Non, mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Hein. Bon, question d'Internet, je prends la première qui me passe sous les yeux. Ça ne veut pas dire que je pense que Sarkozy est responsable dans cette histoire. C'est pas à moi de le dire. Hein. Donc, c'est la justice. Bonjour. Comme on parle de fake news, Noël Mamère, en 2013, a accusé l'ex-président mauritanien Aziz d'être le parrain de la drogue. Oui, c'est vrai, oui, dans l'émission 28 minutes, en effet. Il a voulu me faire un procès. Alors, en effet, c'était... je pense que ce que j'ai dit n'était pas faux, mais que je n'avais... C'était peut-être pas vrai. Je pense que c'était vrai, parce que j'avais des témoignages qui me le disaient, mais je ne pouvais pas en apporter la preuve. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Non, c'est pas parce que vous ne pouvez pas apporter la preuve de quelque chose. Il y a eu des, je sais pas s'il y a des crimes parfaits, mais il y a des épisodes judiciaires qui montrent que quand vous pouvez pas administrer la preuve, c'est le bénéfice du doute. Vous êtes, bah oui. Et donc j'ai renoncé à poursuivre D'abord, c'était lui qui m'avait attaqué en justice. J'ai renoncé parce que je n'étais pas en mesure d'apporter des preuves suffisantes. Mais je ne sais pas quel est le follower qui suit ça, et s'il suit ce qui se passe du côté de la Mauritanie et de la zone subsaharienne, il sait très bien que dans cette zone-là, la question du trafic, enfin de la drogue, n'est pas loin. Alors, question qui fâche, je la lis. Qu'est-ce que ça a donné la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a annoncé mercredi soir avoir saisi la justice de la déclaration de patrimoine
de fin de mandat de l'ex-député écologiste de Gironde, Noël Mamère, vu un doute sérieux lié à l'omission d'une partie substantielle du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un truc assez idiot. C'est la maison Mémé qui n'a pas été déclarée? Non. D'abord, alors c'est un truc totalement idiot. Ça s'est passé, c'était ma déclaration, la dernière déclaration que je devais faire, la première déclaration que j'ai faite, la loi sur la haute autorité. La haute autorité a été créée en 2013. Donc, il a été demandé aux députés de faire une déclaration d'intérêt et de patrimoine en 2014. C'était un an après, ce qui était tout à fait normal. Et après, la loi voulait que lorsque vous terminez votre mandat, vous devez refaire une déclaration de patrimoine pour savoir si votre patrimoine a évolué de manière normale ou si il s'est passé des choses... Résumez trivialement si vous en êtes mis plein les fouilles. Non, pas du tout. Je m'en suis pas du tout mis plein les fouilles. Pour résumer non, j'ai tout simplement, comme j'étais tout seul, parce que tout simplement le père de mon épouse venait de mettre fin à ses jours, elle n'était pas là et c'est elle qui, depuis qu'on est mariés, depuis 30 ans, fait les déclarations d'impôts. J'ai oublié tout simplement de déclarer c'est pas les assurances, comment on appelle ça? Mince, je devrais le dire comment ça s'appelle? Pension de reversion? Non, c'est pas les pensions de reversion. Excusez-moi, j'ai un trou. Les assurances vie. C'est les assurances vie, voilà. Donc j'ai oublié ces assurances vie. Donc c'est une omission. Cette omission, elle a été sanctionnée, ce qui est tout à fait normal. Mais cette omission a été, pour que les choses soient bien claires entre nous, cette omission des assurances vie a été indiquée à la haute autorité par l'administration des finances. Ce qui veut dire qu'elles ont été toutes déclarées. Donc je n'ai aucun problème avec l'administration fiscale, puisque c'est l'administration fiscale qui a dit à la haute autorité, mais attendez, il y a telle et telle assurance vie, pardonnez-moi. Il y en avait pour combien? Comment? Il y en avait pour combien? Vous n'avez pas à le savoir, parce que c'est notre affaire. Mais en effet, j'ai été condamné, j'ai été sanctionné pour cette omission, ce qui est tout à fait normal, mais je n'ai volé d'argent à personne, puisque ça a été déclaré à l'administration fiscale. Vous n'avez pas reçu de pot de vin? Pourquoi j'aurais reçu des pots de vin? Mais non, mais la question, c'est sur non, ça n'a rien à voir, un pot de vin. Mais la transparence, c'est celle-ci. C'est que j'étais transparent totalement, puisque l'administration fiscale, c'est elle qui a dit à la haute autorité que j'avais omis les assurances vie. Pardonnez-moi pour le temps que j'ai mis à trouver assurance vie, mais c'est ça exactement ce qui s'est passé. Un journaliste qui devient politique, c'est un petit peu comme un infiltré. Non. Est-ce que vous avez vu des choses... C'est rare un journaliste qui devient politique, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu quelques-uns. Péricard, était-il déjà politique quand il présentait les journaux? Je ne sais pas. Il y a eu mon collègue qui est mort prématurément, le maire de Toulouse. Je vais le retrouver. On est assez peu nombreux, en fait. Je sais pas, on est peut-être 5 ou 6 à avoir été Dominique Baudis. Qui était le successeur de son père à la mairie de Toulouse. Pardonnez-moi, c'est la vieillesse sans doute qui commence à creuser dans mon cerveau. Et donc, oui, on n'est pas très nombreux. Non, c'est pas du tout... c'est un choix délibéré. Donc, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire à la télévision. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai fait que des émissions engagées. Les 50, c'est la vie, c'était une émission engagée sur l'environnement. Puisque notre objet, c'était de dénoncer les failles, de dénoncer tout ce qui pouvait être toutes les atteintes à l'environnement. J'ai eu une parenthèse qui est tout à fait que j'ai adorée, qui était celle du Trésor, où vous vous imposez une obligation de réserve par rapport à vos engagements, ce qui est tout à fait normal, par respect pour les spectateurs. Et puis après, les 5 autres années de résistance, c'était une émission qui était une émission militante sur les droits de l'homme. Donc j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai eu une grande liberté en fait dans l'exercice de mon métier, parce que pour vous donner un exemple, c'est la vie. C'était tous les soirs à 18h30. Je participais à la conférence de rédaction le matin, qui était la conférence de rédaction qui préparait le 20h, et j'arrivais au bout de la consultation du rédac-chef. Il y avait la politique étrangère, service société, service culture. Et toi, Noël, qu'est-ce que tu as? Et je disais, vous inquiétez pas, tout va bien.
Donc jamais personne m'a emmerdé. Mon ami Sérillon disait de toute façon, Noël, il fait de l'information au ras de la toile cirée. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, la noblesse du journalisme, c'était d'aller faire du grand reportage de guerre. Et le journalisme que je pratiquais, c'est-à-dire du journalisme de la porte d'à côté, de proximité, ça n'avait pas encore de... C'était méprisé d'une certaine manière. Et le fait que ce soit méprisé par une grande partie des journalistes m'a permis une très grande liberté. Je peux vous couper ? Oui. Je peux vous couper avec une question un peu vulgaire. Allez-y. Est-ce que vous ne trouvez pas que les présentateurs de télé, aussi appelés journalistes, lèchent pas un peu trop le cul des politiques quand ils leur font leurs interviews ? Est-ce que vous imaginez pas ce petit fil de bave, vous voyez, ce côté un peu en adoration devant leurs idoles? Oui, il y a toujours eu de la part de beaucoup de journalistes, d'une majorité de journalistes qui sont choisis pour cet exercice, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Parce qu'ils n'ont pas de réflexe de déglutition, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a cette espèce de fascination pour le pouvoir. Comment le dire autrement? Nous n'avons pas cette culture dans le journalisme français. Nous n'avons pas cette culture dans le journalisme français qui est celle des pays anglo-saxons. Quand vous regardez, par exemple, l'une des dernières interviews de Fox News, qui était considérée comme l'amie de Trump, de cette grande présentatrice vedette de Fox News, elle a été sans concession avec Trump, alors qu'on aurait pu imaginer qu'elle soit très docile et qu'elle ne pose pas de questions qui dérangent. Oui, c'est vrai que l'histoire montre que dans ce pays, c'est sans doute l'héritage du poids du gaullisme pendant plusieurs décennies sur la télé qui a laissé des traces, oui. Je pense que c'est ça. Et de toute façon, les traces de ça, qui sont des traces politiques, elles ont été remplacées par des dépendances économiques. Donc, j'allais dire, on est à peu près dans la même situation. Il y a très peu d'intervieweurs qui sont capables d'aller un peu plus loin que le convenu. En effet, c'est ça, oui. Comment on fait pour changer et améliorer tout ça? Là, on sent bien que le pays part un petit peu à volo. On a une upper class qui est en panique, qui navigue à vue, une administration qui se rend compte qu'elle doit un petit peu plus travailler, qu'elle doit être un petit peu plus secouée, surtout quand il y a des événements exotiques délétères. On sent bien que la résilience de notre administration était l'équivalente d'un gamin de 4 ans face à son caca dans la main. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que, en effet, c'est la question de la démocratisation de la société. C'est comment éviter que cette société ne fasse que reproduire un certain nombre de schémas qui sont le schéma néolibéral, oui, même peut-être en pire. C'est par exemple quand vous dites la upper class, ça pose la question, du consentement à l'impôt, ça pose la question de la redistribution, ça pose la question de la solidarité, ça pose la question du service public. C'est quoi un service public? De l'accès de tous à ces services publics, que ce soit le service public de la connaissance et de l'éducation, que ce soit le service public de la culture, que ce soit le service public de la santé, et comment on réintroduit dans la société ceux qui aujourd'hui en sont d'une certaine manière à la périphérie, ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir, entre guillemets. Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut revoir nos sociétés. Et donc la question des inégalités est la question qui prime. On ne peut pas parler d'écologie sans l'adosser à la question des inégalités, à la question de la démocratie. Comment on associe, comment vous dire, on vit dans des sociétés en silo, en fait. Ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est que chacun est dans son silo. Et ces silos se parlent de moins en moins, communiquent de moins en moins entre eux. Pourquoi ils communiquent de moins en moins entre eux? Parce que face à la vulnérabilité du monde et à l'incertitude, dont je parlais au début de cet entretien, chaque silo a tendance à se refermer sur lui-même.
Et puis quand vous prenez les réseaux sociaux, Facebook, c'est la même chose, hein, c'est chacun qui parle, qui se conforte dans sa même idée. Donc au lieu qu'il y ait des passerelles entre ces différentes catégories, aujourd'hui il y a des murs qui se construisent. C'est la question du commun. Qu'est-ce qui nous est commun? Et comment fait-on pour que ce commun devienne la règle et qu'il concerne l'ensemble de la société? Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui ont oublié la question des communs, la question de ce qui nous est commun, parce qu'elles se sont enfoncées dans des formes d'égoïsme, qui ne sont pas simplement des égoïsmes nationaux, mais des égoïsmes internationaux, qui font que chacun va essayer de se défendre, de défendre ce qui peut lui assurer sa survie. Mais ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, face aux menaces que fait peser le réchauffement climatique sur nos sociétés, il y ait un mouvement qu'on appelle le survivalisme. Le survivalisme, ce sont principalement des ultra-riches, pour beaucoup venus d'ailleurs de la Silicon Valley, qui vont aller investir, qui investissent en Nouvelle-Zélande, au point que la Nouvelle-Zélande a fait voter des lois pour limiter les achats de terres dans son pays. Ce sont d'autres qui vont construire des bunkers et s'armer pour éviter de tomber avec les autres, mais sauf que c'est pas comme le Titanic, hein, le réchauffement climatique. Il y aura pas. Peut-être que la première classe disparaîtra un petit peu après la deuxième et la troisième classe, mais son destin, il est déjà écrit. Donc, il faut aller chercher les ferments du commun dans ces petits lieux que sont les écolieux et les lieux alternatifs, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Comment on fait? Et dans toutes les initiatives qui sont prises dans la société, il n'y a pas besoin d'aller dans des écolieux. Comment on fait pour que le commun prospère? Comment on fait pardonnez-moi. Comment on fait pour que le commun prospère alors que vous avez des factions à gauche, à droite, au centre, qui pratiquent la pureté idéologique et qui refusent de tendre la main pour s'entendre sur une route commune? Comment on fait? L'extrême droite le fait, l'extrême gauche le fait, ils le font tous, et on se retrouve avec des minorités très agressives pratiquant l'idéologie la plus pure pour eux. Oui, alors tout cela, ils peuvent mourir guéris, mais ils mourront. Ils mourront de leur pureté. D'abord, comme vous l'avez dit, ils sont minoritaires. Donc je pense que quand une société se mobilise de manière massive, ces minorités sont appelées à rester minoritaires et même à être complètement dépassées. Il y aura toujours, dans nos sociétés, il y aura toujours des minorités qui chercheront la pureté idéologique et qui, au nom de cette pureté, sont capables d'aller... faire taire les autres. Non, mais qui sont capables d'aller jusqu'à tuer. Enfin, il y a beaucoup d'analyses qui sont aujourd'hui développées sur ces fameux et tristes et sinistres islamistes qui sont capables d'aller couper la tête des gens. Mais il n'y a pas de fatalité dans une société, il n'y a pas de fatalité à ce qu'elle soit débordée par ces minorités. Toutes les idéologies qui ont défendu la pureté et qui ont voulu la faire appliquer contre les libertés, contre la vie, elles ont échoué. Ça a duré longtemps pour certaines. Le totalitarisme soviétique a duré longtemps. Il y a eu l'épisode tragique de la Shoah au nom de la pureté de la race. Mais fort heureusement, les sociétés ont été capables de se réveiller, ou en tout cas de réagir et de se mobiliser. Donc je pense que même si le déni est prime aujourd'hui dans l'ensemble du monde, il n'y a pas de fatalité à ce que nous restions dans le déni. D'abord parce qu'il y a des gens... Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on reste dans le déni. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on reste dans le déni, parce que... Comment vous dire, moi, si je me suis engagé dans la vie politique pendant 25 ans ou 28 ans, c'est bien parce que j'avais plus de raisons d'espérer que de désespérer. Quand vous vous engagez dans la vie politique, c'est pas simplement, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, pour dire on va gagner du fric. J'ai gagné plus de fric à la télé que dans mon métier Combien vous gagnez? Quand j'étais député, je crois que l'indemnité d'un député, toutes charges comprises, ça tourne autour de 5 000 € à peu près. Voilà. Et dans la télé, c'est
Oh bah dans la télé, c'est beaucoup plus. Enfin, je sais pas Les combien. salaires dans la Mais télé. je ne sais pas combien, mais c'est beaucoup plus. Enfin, C'est quoi? Allez, c'est quoi les salaires mais dans je la ne les télé? connais pas, les salaires de la télé. Quand je suis parti de la télé, il n'y avait pas encore les euros, je gagnais 26 000 balles. Net? Ouais. Mais attendez, après, je suis parti en bah oui, je suis parti en 92, 26 000 francs. Mais je peux vous dire que quand je suis parti, déjà, il y avait eu Berlusconi à la 5 et que le PAF était en train d'exploser avec des salaires, des salaires incroyables attribués à des animateurs pour venir faire les beaux jours de la chaîne. Donc c'était très loin de cette somme-là. Et aujourd'hui, des présentateurs de journaux, les animateurs, ils gagnent bien plus que ça, oui. Pujadas, Je ne sais pas combien ils gagnent, je peux pas vous dire. Allez, petite fourchette. Non, je ne sais pas. 10, 15, 30? 30. Non, je pense que c'est plutôt ça tourne plutôt entre 10 et 15 000 euros, oui, sans doute. Net. Mais je ne sais pas si c'est net ou pas. Je suis pas fonctionnaire Question Internet. d'administration fiscale. Question Internet que je vais essayer de synthétiser. Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de journalistes qui deviennent porte-parole de politique? Mais je vois pas pourquoi. Il faudrait que le follower précise sa question. Est-ce qu'il parle de journalistes qui sont en fonction de journalistes dans un média? Bernard Guetta, eurodéputé LREM, et Bruno Oui. Roger Petit, devenu Mais porte-parole Bernard Guetta, de il est l'Élysée. plus journaliste. Bernard Guetta, il a été journaliste. Donc il est le porte-parole de son groupe à l'Assemblée nationale. Mais vous n'allez pas lui reprocher d'avoir été journaliste. Il a été On journaliste. peut leur reprocher d'être porte-parole d'un politique derrière. Et pourquoi on pourrait lui reprocher? Mais attendez. Journaliste, c'est pas une. Mais attendez, mais vous, Journaliste, c'est pas une. C'est pas mais une. les uns C'est et pas les une autres qui sont profession. derrière C'est cette pas une caméra, vous profession. faites plusieurs métiers. C'est Est-ce pas- que je vous c'est pas reproche une de faire profession, plusieurs c'est métiers? pas une profession qui doit être sacralisée. Mais pas du journaliste. tout, pas du tout. Pierre Salinger a été le porte-parole. Est-ce que le journaliste. Pierre des Verts- Salinger a été le porte-parole de John Fitzgerald Kennedy et ensuite le correspondant pour toute l'Europe de la chaîne ABC. Est-ce que ça l'a empêché de faire son métier de journaliste? Réponse, non. Les hommes sont capables, on peut être journaliste. On est dans un pays où on voudrait nous mettre dans des cases. Alors vous avez été journaliste, eh ben vous resterez journaliste toute votre vie, vous ne pourriez rien faire d'autre. Ben non. Non, c'est pas parce que j'ai été journaliste que j'ai pas pu m'engager dans la vie politique. Et d'ailleurs, le fait qu'on me voyait tous les soirs à la télé a été pour moi au début un handicap. Parce que les gens, ils étaient contents de voir la star, entre guillemets, qui sortait de son petit écran et ils voulaient le toucher comme si j'étais un roi thaumaturge. Je leur disais non, je suis pas venu sortir de mon écran pour vous faire plaisir. Oui, je suis venu pour essayer de vous convaincre. Pour essayer de défendre les idées auxquelles je crois devant vous. Non, je pense que Guetta, il a fait un choix. Voilà, et maintenant, Guetta, il n'est plus journaliste, il est politique. Est-ce qu'un politique peut redevenir journaliste? Et moi, par exemple, je ne pourrais jamais revenir dans un journal, je le sais très bien. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? À moins d'être éditorialiste dans un journal engagé qui... je pourrais, par exemple, je ne sais pas, faire des chroniques, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, j'avais un blog dans Reporter, et je suis membre du conseil d'administration de Bastamag, mais j'y écris pas. Mais je m'investis... Mais c'est pas... Voilà, ce sont des journaux engagés. Sont pas, vous ne me voyez pas revenir présenter une émission à France 2. Non. Et ça ne m'empêche pas de proposer des documentaires. Mais j'ai le droit d'avoir un regard sur le monde et de le faire partager à travers des documentaires. Question Internet. Avez-vous déjà participé au dîner du siècle? Non, Si oui, jamais. quelles ont été vos observations? Jamais. Je n'ai jamais été invité, je ne fais pas partie de ce monde-là. C'est quoi ce monde-là? Écoutez, c'est un monde où je connais pas mal de gens qui étaient au dîner du siècle, mais je ne fonctionne pas. C'est des gens avec qui j'ai entretenu des relations, que je connais, que j'ai croisés, mais c'est pas mon monde. Voilà. Donc je n'étais pas convié au dîner du siècle, et je pense que ceux qui l'organisaient et les responsables du dîner du siècle ne m'y voyaient pas. Ça tombe bien, je ne m'y voyais pas non plus. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est pas mon monde. Ça correspond à ce que vous disiez au milieu de notre entretien. C'est une manière de... Ces cénacles, ces cercles qui deviennent des cénacles. Enfin, on appelle ça des cercles d'ailleurs. Hein, ça s'appelait comme ça en tout cas. Ce sont des cercles où on reste entre soi. C'est de l'entre-soi. On cultive cet entre-soi pour se sentir très bien entre nous. Voilà. Il y a eux, puis il y a nous. Ou il y a nous et il y a eux. C'est pas mon truc. Les journalistes, ils doivent être sur ce type de cercle ou pas?
Non, je crois pas. Je crois qu'un journaliste qui... vous savez, le siècle, ça fait partie de ces cercles qui sont la marque de votre reconnaissance sociale et de votre réussite sociale. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on voit des journalistes très heureux de faire partie du siècle. Parce que c'est une manière pour eux d'être reconnus dans leur statut, de faire partie de l'élite, pour reprendre une expression qu'on a utilisée pendant cet entretien. Mais moi, je ne m'y vois pas, et je pense que les journalistes ne devraient pas participer à ce genre de cercle. Vous avez quel souvenir de votre école de journaliste? Je n'ai jamais fait d'école de journalisme. J'ai fait une licence qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise de droit, un diplôme de sciences politiques, tout ça à Bordeaux. Je suis titulaire d'une thèse de 3e cycle en sciences de l'information et de la communication. Mais mon métier, je l'ai appris sur le tas, comme on dit. Car en sortant de première année de droit, en 1969, donc tous ceux qui vous suivent n'étaient pas nés. C'est pas vrai, hein. On a des gens de votre âge qui nous suivent. Très bien, alors tant mieux, salut. Et même plus vieux. Alors, bienvenue au club. Oui, en sortant de première année de droit, je suis devenu journaliste à l'ORTF, ça s'appelait encore, à Bordeaux, où je faisais de la radio et de la télé, des reportages télé. Et j'ai présenté mon premier JT à 20 ans, à l'ORTF à Bordeaux. Donc, j'y allais pratiquement tous les soirs pour faire les commentaires des journaux télévisés et pour faire la radio pendant l'année universitaire. Et puis pendant les vacances universitaires, pour moi, c'était pas du tout une charge, c'était au contraire un plaisir. Je faisais le journaliste qui faisait des reportages. Et puis en sortant de Sciences Po, en 74, j'ai été assistant associé à l'IUT de journalisme qui s'appelle l'IJBA aujourd'hui, qui était une des 3 écoles de journalisme reconnues par la Convention collective des journalistes avec Lille et Strasbourg. J'ai enseigné à la radio et la télé aux étudiants pendant 3 ans. Voilà, et après je suis entré à Antenne 2. Mais je n'ai pas fait d'école de journalisme. Deux petites questions qui continuent dans le même sens. De Dick Henneck. Vous connaissez Dick Henneck ? C'est un très bon film, on vous le conseille. Non. Quid de la connivence des journalistes et des politiques qui sortent souvent des mêmes écoles, issus des mêmes couches sociales, point d'interrogation. Oui, moi ça a été... Alors, il faut dire à ce follower, je ne sais pas à quel âge il a. Mais Dick Henneck, ça doit être du 26-27 ans. Alors s'il a 26-27 ans, je ne vais pas lui recommander de se précipiter dans une librairie parce qu'en ce moment c'est pas possible, mais qu'il fasse un click and connect et qu'il se procure un livre majeur d'un sociologue américain des années 50 qui s'appelle Charles Wright Mills. Et Charles Wright Mills, c'est le sociologue qui a écrit sur les élites. Les élites parlent aux élites et comment ces élites sont formées dans les mêmes moules et comment ils se reproduisent. Vous avez lu ce fameux livre Propaganda ? Oui, bien sûr, mais j'ai surtout lu le livre de Jacques Ellul qui s'appelle Propagande au pluriel et qu'il faut absolument lire pour détricoter les méthodes de propagande de l'extrême gauche comme de l'extrême droite ou de la droite comme de la gauche. Et lui, il a écrit ce livre en pratiquant une étude très fouillée, notamment sur la technique, puisque c'était sa spécialité, sur les techniques de propagande des nazis et les techniques de propagande des staliniennes. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances. Question Internet. Peut-on jouer honnêtement à un jeu avec que des tricheurs? Si oui, comment? Jouer qu'avec des tricheurs, c'est quand même assez dur. Mais moi, contrairement à ce que dit ce follower, je ne pense pas qu'il y a que des tricheurs. C'est moi qui ai rajouté que. Lui, sa question, c'était peut-on jouer honnêtement à un jeu avec des tricheurs? Ça dépend combien il y a de tricheurs dans le jeu. C'est un équilibre. S'il y a 4 tricheurs et un qui ne triche pas, c'est un petit peu difficile. Mais les tricheurs s'annulent à force de tricher. Donc ça peut permettre à celui qui ne triche pas d'émerger. Ouais, ou de couler le capitalisme et nous envoyer par le fond avec eux. Oui, mais couler le capitalisme... Vous pensez que la presse spécialisée, la presse économique, la presse scientifique d'ailleurs récemment, est-ce que, on l'a bien vu avec la crise de 2008, la presse économique était complètement larguée depuis des années et ne faisait que de sculpter de l'air chaud et de brasser de la fumée à grands coups de « on sait tout, vous inquiétez pas, on est sur des rails ». Est-ce que la presse scientifique s'est fait démasquer comme la presse économique en 2008, c'est-à-dire ça ne brasse que du vent,
ça occupe qu'une seule chaise, ça fait chauffer un petit peu le faux cuir de sa chaise de bureau, ça écrit de temps en temps des petits papiers, mais quand réellement le carton arrive, ils sont complètement perdus et ils embrayent sous le robinet de l'information politique. Oui, alors il faut aller plus loin que ce que vous dites. Parce que là, je ne vais pas faire le savant, mais franchement, s'il y a un bouquin à lire en ce moment sur les connexions entre les publications, y compris d'ailleurs des publications scientifiques, je sais pas si le Lancet en fait partie, mais des publications scientifiques, et la presse dite scientifique, et même le journalisme scientifique, qui est en fait en liaison avec beaucoup de grands lobbies industriels ou pharmaceutiques. Il faut lire le livre de Stéphane Foucart, Stéphane Hessel, et je vais retrouver le nom du sociologue qui l'a fait avec eux, qui est sorti il y a 2 mois aux éditions La Découverte, qui s'appelle « Les gardiens de la raison ». Bon, il faut savoir que Stéphane Foucart et Stéphane Hessel sont les journalistes qui sont responsables de la page Planète dans le monde, et qui sont, des journalistes d'investigation. C'est eux qui avaient sorti les Monsanto Papers. Et donc leur livre est j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire qu'il est effrayant, mais il est très instructif parce qu'il démontre comment vous avez un certain nombre de journalistes. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, dans une émission de LCP, je me suis fait démonter par une journaliste qui est journaliste au Point, que l'on voit régulièrement sur BFM TV, et dont je ne citerai pas le nom, qui m'a sorti le bréviaire de Laurent Alexandre. Le bréviaire du pro-EGM, pro-riz pro-nucléaire, en disant... on a le droit d'être pro-nucléaire. Hein. Mais je suis d'accord, mais si vous voulez... Vous préférez être pro-nucléaire ou pro-centrale à charbon? Je ne suis ni pro-nucléaire, ni pro-centrale à charbon. Je suis pro-efficacité énergétique, pro-énergie renouvelable et pro-économie d'énergie. Et je suis surtout contre l'oléodépendance. Et donc, par exemple, que des sociétés, des banques comme la BNP et d'autres, quand elles investissent 7 € dans les énergies fossiles, elles investissent 1 € dans les énergies renouvelables. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais là encore, Bastamag a une branche qui s'appelle l'Observatoire des multinationales, qui raconte ça très bien et qui le démontre très bien, et qui démontre très bien quelle est aujourd'hui l'hypocrisie du gouvernement et de toutes ces sociétés qui font du greenwashing. Donc, en effet, il y a aujourd'hui, ces gardiens de la raison ont réussi c'est comme le film qui avait eu beaucoup de succès, des nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. C'est à peu près pareil. Aujourd'hui, il y a des nouveaux chiens de garde. Ces chiens de garde, c'est les chiens de garde qui, par exemple, comme nos philosophes médiatiques patentés, qui s'attaquent à la figure de Greta Thunberg, y compris d'ailleurs en mettant en avant son autisme Asperger. Enfin, c'est vraiment des attaques ad hominem, si je puis dire, parlant d'hystérie. Mais ça se reproduit, hein, c'est ce que vous raconte très bien le livre de Stéphane Hessel et Stéphane Foucart. Quand Rachel Carson, en 1962, a écrit Le Printemps silencieux, qui a été à l'origine du mouvement écolo aux États-Unis, qui a fait beaucoup de bruit sur le DDT, elle était traitée d'hystérique. 50 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, Greta Thunberg est traitée d'hystérique par les mêmes. Ce sont ces chiens de garde qui ne veulent surtout pas voir changer les choses, qui sont pour le statu quo, et qui sont en fait les alliés objectifs, les idiots utiles de ces grands lobbies qui, eux, veulent satisfaire leurs intérêts à court terme et qui sont en train de brouiller, qui ont réussi, en fait, à faire bifurquer l'information scientifique vers de la propagande. Alors, revenons à l'information scientifique et aux journalistes scientifiques. Là, avec la crise du Covid, on voit émerger les anti-masques, les anti-vaccins, et ainsi de suite, qui se servent des mensonges de notre gouvernement et des mensonges relayés par les journalistes scientifiques pour fiouler, pour mettre de l'énergie à leur discours vous voyez bien, ça sert à rien de porter des masques, on vous raconte n'importe quoi, c'est le nouvel ordre mondial, on veut euthanasier tous les pauvres, et je vous en passe, c'est les meilleurs. Le yaourt concentré de tout un tas de bêtises. On fait quoi? On s'attaque à Madame Michu,
qui quand même se rend compte que ce qu'on lui a raconté à la télé, c'est pas ce qu'elle vit dans la vraie vie. Qu'un con lui dit le masque, tu comprends, faut pas le mettre. Bon, maintenant tu comprends, faut le mettre, sinon c'est 135 €. Qui est responsable? C'est Madame Michu? C'est le con de journaliste qui n'y connaît strictement rien, qui a été formé à l'arrache, qui prend ses 2000 balles par mois avec sa niche fiscale et qui est très content de réciter sa petite on va dire, prière religieuse qu'on lui a demandé d'apprendre? Ou c'est le politique qui était en panique, qui a essayé de gérer comme il pouvait? C'est qui? C'est tout ce biotope? C'est le journaliste qui est à la rue, le politique qui est à la rue, ou Madame Michu qui est à la rue? J'allais dire, c'est un système éducatif qui n'a pas su c'est ni l'un ni l'autre et l'autre. C'est sans doute un ensemble. D'abord, c'est certainement pas la faute de Madame Michu. Le comportement de Madame Michu, il n'est que la conséquence d'un défaut d'explication. Il n'est que la conséquence de mensonges. Pour ce qui concerne, par exemple, les masques au début du premier confinement. Et et le comportement de Madame Michu, il se nourrit justement de toutes ces imperfections et de toute cette, comment dire, c'est pas de l'opacité parce que c'est pas exactement le mot, parce que faire croire que tout est opaque, c'est une manière de contribuer au complotisme. Non, c'est un défaut, c'est un défaut tragique d'une carence démocratique qui fait qu'on ne s'attache pas à l'explicitation de la complexité du monde. Dans la bienveillance? Non, la bienveillance, ça veut rien dire, j'aime pas ce mot. La bienveillance, c'est que vous soyez bienveillant avec moi ou que je sois bienveillant avec vous, c'est ça. La bienveillance, c'est pas ça. Et puis moi, je pense que c'est pas la bienveillance qu'on doit mettre en avant, c'est l'entraide, ce qui est autre chose, qui a été très bien expliqué par Reclus et Kropotkin. Et l'entraide, ça implique la solidarité. On n'a pas à être bienveillant. Je ne sais pas être bienveillant avec celui qui est plus petit que moi ou celui qui est moins visible que moi. J'ai à être dans l'entraide et dans la solidarité avec ceux qui, aujourd'hui, sont les plus pénalisés par le système dans lequel nous vivons. Et c'est justement ces gens qui sont pénalisés qui pensent que les autres, ceux qui, les nantis, ceux qui sont dedans, ne font que réfléchir, que penser, qu'être obsédés par le fait qu'il faudrait que Madame Michu, elle reste à l'écart. Bon, ben ça implique un renversement de la pyramide démocratique, oui, évidemment, qui est d'une très grande verticalité et qui, justement, est aussi malade. Et ça, de ce point de vue, Macron y a beaucoup contribué, qui est malade de la suppression de ces corps intermédiaires. Regardez la faiblesse des syndicats, regardez aujourd'hui, avec notamment, par exemple, la Covid qui touche beaucoup les associations, qu'elles soient des associations sportives ou des associations d'éducation populaire, qui sont autant d'outils de socialisation, autant d'outils de la connaissance, autant d'outils qui permettent de faire des citoyens responsables et debout. Or là, aujourd'hui, c'est l'ignorance qui prime. L'ignorance et la peur de soi. Vous savez, quand j'ai marié 2 hommes à Bègle le 5 juin 2004, j'ai reçu 4000 lettres d'insultes. J'ai reçu. J'ai pas fait que des trucs bien, mais celui-là, oui, c'est la seule trace qui restera d'ailleurs de mon histoire politique. Mais quand j'ai fait ça, c'était au nom de l'égalité des droits. J'ai pas pris cette initiative tout seul. C'est parce qu'avant, il y avait eu un gars qui s'appelle Sébastien Nouchet, qui avait été brûlé grièvement, qui est dans une chaise roulante aujourd'hui, qui a suscité la naissance du manifeste pour l'égalité des droits, avec des gens comme Didier Ribon ou Caroline Mécari et quelques autres, et qui ont demandé que dans ce manifeste pour l'égalité des droits, il y avait le mariage pour les personnes de même sexe. Donc ils avaient demandé à des élus d'être associés, de s'associer à ce manifeste, ce que j'ai fait. Et puis on a fait une conférence de presse, je vous raconte l'histoire brièvement, on a fait une conférence de presse à Paris avec Clémentine Autain qui était adjointe au maire, Christophe Girard, Jacques Bouteau qui était maire du 2e arrondissement, maire vert. Et nous avons dit, nous marierons. On a la délégation, on mariera des personnes de même sexe si elles nous le demandent. Et donc Bertrand Delanoë, qui était le maire, c'est le maire qui donne les délégations, a dit « Vous n'aurez pas la délégation de mariage ». Mais moi, j'étais maire. Donc j'étais le maître de mon destin, si je puis dire. Et donc j'étais à Paris, à l'Assemblée,
Quand ma mairie m'a appelé en disant, voilà, il y a 2 gars qui vous ont entendu à la télé, ils voulaient se paxer, mais comme ils vous ont entendu, ils veulent se marier, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va les marier. Et effectivement, j'ai pas choisi un avocat et un journaliste du 4e arrondissement. C'était deux hommes du bas de l'échelle sociale. L'un était magasinier et l'autre était au chômage. Voilà, et ça a été un épisode, ça a duré plus d'un mois et demi, ça a été compliqué, 4000 lettres d'insultes. J'ai même un médecin qui a signé 11 lettres et qui, sur la 11e lettre, a dessiné un four crématoire. Oui, je recevais des lettres avec des traces d'étrons. Et d'ailleurs, un sociologue qui s'appelle Éric Fassin a fait travailler ses étudiants sur ces lettres qui ont été conservées, évidemment. Et quand on me disait, mais alors, c'est des gens haineux, et je répondais souvent, et je réponds encore aujourd'hui, que tous ces gens-là n'étaient pas animés par la haine, mais par l'ignorance et la peur de soi. Et s'il y a un trait d'union entre le journalisme et la politique, c'est précisément de lutter contre la peur de soi et contre l'ignorance. Et c'est comme ça que vous faites des citoyens amérindiens, parce que si vous avez peur de vous-même, vous avez peur de l'autre. Vous perdez l'estime de vous-même. En perdant l'estime de soi, vous avez la haine de vous-même et donc forcément la haine de l'autre. Et donc je pense que ce qui animait ces gens-là, c'était cela. En plus, l'homosexualité, la question de l'homosexualité fait appel à des choses extrêmement intimes qui révèlent, d'ailleurs, c'est très étonnant, enfin non, c'est pas étonnant en fait, mais j'ai des copains très intelligents, très cultivés, qui ont beaucoup conduit à qui sont pas journalistes, donc qui sont universitaires, qui ont beaucoup contribué à mon cheminement intellectuel et qui n'ont pas réussi à franchir le mur. Il y a quelque chose qui s'est bloqué chez eux. Mais ce qui était très intéressant, c'est que, à la demande de Jean-Michel Ribes, le patron du théâtre du Rond-Point, on a procédé à des lectures avec Ariane Ascaride, François Martouret, Serge Simon, qui est devenu le vice-président de la Fédération française de rugby, mais qui était le pilier de l'équipe de Bègle et qui a été championne de France en 91, avec qui je suis copain, et moi. Et on a lu ces lettres. Et quand Ariane Ascaride, par exemple, lisait ces lettres, ça dégoupillait toute la violence qu'il y avait dans les lettres. Les gens riaient. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours un moyen d'extirper la violence dans la tête des hommes et dans les sociétés. Il y a toujours un moyen de le faire. C'est difficile, sans doute. Ça prend plus de temps qu'on ne le pense, mais il n'y a pas de fatalité à ce que la violence prime la paix sociale, prime la concorde. Inch'Allah. Une petite... on vous corrige un petit peu, c'est pas Stéphane Hessel, c'est Stéphane Aurel. Stéphane Aurel, pardon, oui. Les gardiens de la raison. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, pardon, c'est pas Stéphane Hessel, évidemment, le pauvre, paix à son âme. Non. Et le troisième, il s'appelle Laurence... je vais retrouver son nom. Mais en effet, c'est les gardiens de la raison, c'est Stéphane Aurel et Stéphane Foucard, pardonnez-moi. Mais ça fait longtemps qu'on parle. Oui, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à notre communauté ? Oui, j'ai quelques livres à leur conseiller. Alors, je viens de terminer 2 livres, il faut lire les 2, d'un auteur américain qui étudie l'histoire de l'Amérique à travers la question de la race. Il s'appelle Colson Whitehead. Et il a obtenu d'ailleurs pour ces 2 livres le prix Pulitzer. Le premier s'appelle Underground Railroad. L'Underground Railroad, c'était le nom que l'on donnait à ce réseau de gens, d'hommes et de femmes qui aidaient des esclaves qui avaient fui les plantations à regagner le Canada. Ça s'appelait Underground Railroad. Et d'ailleurs, un des pères de la désobéissance civile, dans lequel tous les écologistes se reconnaissent, Henri David Thoreau, n'a pas simplement écrit Walden ou La vie dans les bois, n'a pas simplement écrit ce petit livre La désobéissance civile quand il refusait de payer l'impôt qui finançait l'esclavage et la guerre contre le Mexique, mais avec sa mère et avec sa sœur, il a aidé les esclaves fuyards à regagner le Canada. Il était donc dans cette Underground Railroad. Et Colson Whitehead a écrit un 2e livre qui a obtenu le prix Pulitzer cette année, qui s'appelle Nickel Boys, qui est un livre sur un centre de correction, entre guillemets, qui a existé et dans lequel les Noirs disparaissaient. C'est en même temps une manière pour Colson Whitehead de regarder l'Amérique à travers cette question de la race qui
qui est essentiel. Et là, je suis en train de lire un livre d'Éric Sadin. Éric Sadin, c'est un philosophe critique qui a écrit plusieurs livres. Un qui s'appelle La silicolonisation du monde. Un autre qui s'appelle L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. C'est une référence directe au livre de Jacques Ellul, écrit en 1954, qui s'intitulait La technique ou l'enjeu du siècle. Et le troisième, j'arrive plus à me souvenir du titre. L'individu tyran. L'individu. Ça finit par ça, l'individu tyran. L'individu tyran. Et c'est l'individu tyran. Et en dessous, vous avez en écriture assombrie la fin du commun. Et donc le livre de Sadin est un livre très intéressant. Et puis j'ai lu L'ère de l'individu tyran. L'ère de l'individu tyran. Je recommande vivement. Et puis j'ai lu un petit livre très sympa qui est un exercice de style très intéressant de Laurent Godet qui s'appelle Salina, que je vous recommande aussi. Est-ce que vous avez lu les critiques très virulentes du livre Les gardiens de la raison? Non. Non, mais forcément, il y aura forcément des critiques virulentes des gardiens de la raison, mais alors là, je vais vous dire, je suis très partisan, parce que je pense que le bouquin de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard est tellement bien documenté, tellement bien argumenté que les critiques virulentes sont des critiques de gens qui sont les défenseurs de ce que nous n'aimons pas. Une dernière question Internet de Tommy. Oui. Monsieur Mamère fait un constat de choses qui ne vont pas, entre parenthèses A, et exprime aussi un avis sur ce qu'il faudrait, entre parenthèses B. Très bien, mais comment passer du A au B? Comment être sûr que l'on ne brasse pas du vent si l'on ne pense pas de façon réaliste ce qu'il est nécessaire de faire pour passer de A à B? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si... Engagez-vous en politique. Hein. Comment ? Ne me dites pas engagez-vous en politique. Non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, je pense que, vous voyez, si on parle des prochaines présidentielles, par exemple, c'est illusoire d'imaginer que tous ces jeunes qui marchent pour le climat, tous ces jeunes qui marchent pour la justice pour tous, je pense au collectif Adama, et d'ailleurs c'était très intéressant de voir devant le tribunal de Paris la jonction qui s'est faite entre la justice pour tous, du collectif Adama, et ces jeunes, beaucoup de jeunes des manifs pour le climat, de la justice pour le climat, les ont rejoints. Et donc on est maintenant dans une exigence d'une partie notable de la société d'une justice pour tous. C'est pas un effet de mode, ça? Non, je pense pas. Non, je pense qu'il y a une réalité. Quand vous interrogez des jeunes lycéens qui font les grèves du Friday for Climate, ou que vous interrogez des gens plus âgés, cette génération des 20 ans, ils sont extrêmement conscients de l'ampleur des inégalités sociales, extrêmement conscients de cela, et ils lient leur combat pour le climat à la question des inégalités. Et ils ont absolument raison. Mais ces jeunes-là n'adhéreront jamais à un parti politique. Et donc c'est illusoire d'imaginer que des alliances entre partis pourraient suffire à faire émerger une candidature alternative à Macron. Donc je pense qu'en effet, on peut très bien considérer comme ce follower que tout ce qu'on raconte et l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, ce n'est que du vent. Peut-être que ce n'est que du vent. Mais c'est aussi une contribution. Et puis il n'y a pas, je ne dirais pas que des gens comme moi, on ne peut pas dire ça parce que je suis allé beaucoup sur le terrain, mais il y a tous les jours des gens qui se battent. Et les sociétés aucune société n'a été transformée par le haut. C'est par le bas. Et donc c'est par la mobilisation. C'est ce que le jeune philosophe Baptiste Morisot, voilà un livre à lire, tiens, sur la piste animale. Très bon livre. Et son dernier livre qui est encore plus intéressant, qui s'appelle « Manière d'être vivant », manière au pluriel d'être vivant. Et Baptiste Morisot, il parle de l'archipélisation des luttes. Voilà, il faut créer un archipel des luttes. Et des luttes, il y en a. Et il y en a beaucoup. Et toute la question de savoir, c'est en effet, si la somme de ces luttes, ça fera société, ou si au contraire, ça restera finalement comme, malheureusement, une manière d'être les idiots utiles d'un capitalisme qui rebondit et qui est toujours capable de renaître. Vous avez un conseil pour les jeunes générations, autre que celui-ci? Pour les jeunes générations, c'est se battre et se battre encore. Parce qu'ils savent, eux, que, comme le dit le GIEC, nous sommes entrés dans la décennie critique. Ils sont pas, moi, ma génération, en 68, quand on allait dans les communautés, comme on dit, le retour à la terre, on n'avait pas ce sentiment d'urgence.
ma génération. Votre époque. Hein. C'était la très belle époque, oui. Il n'y avait pas le sida. Il n'y avait pas le chômage, il n'y avait pas le sida, on n'a pas connu la guerre. Enfin, on a eu époque bénie. En effet, nous sommes des privilégiés. Bien gavé, hein. Comment ? Vous êtes bien gavé, votre génération. Oui, c'est vrai, on peut le. Vous n'avez pas connu la guerre. C'est ce que je vous dis. On n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu le sida, on n'a pas connu on n'a pas connu le réchauffement, enfin l'urgence climatique. On n'a pas connu le chômage. Oui, on a connu une époque bénie, en effet. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont parfaitement conscients de cette urgence. Et je pense qu'ils ne verront pas, ils ne resteront pas les bras ballants. Et donc, c'est à eux que l'avenir appartient. Et si moi, je peux faire partie, comme d'autres, de ceux qui leur transmettent non pas un certain nombre de valeurs, parce que je n'ai pas la prétention d'incarner plus de valeurs que les autres, mais un certain nombre d'outils, mais je n'aurais pas servi à rien. Voilà. C'est quoi le nom de votre dernière BD, là ? Alors, le nom de ma dernière BD s'appelle Les Terrestres. C'est une référence directe au livre de Bruno Latour, qui est, pourrait-on dire, le chef de file de ce qu'on appelle les écophilosophes. Et son livre s'appelle Où atterrir ? Avec un point d'interrogation dans lequel il explique qu'il ne faudrait plus dire les terriens, parce que les terriens ne savent pas habiter la Terre, mais les terrestres, c'est-à-dire comment habiter la Terre autrement. Et donc c'est une série de reportages dans des écolieux, qui commence à Notre-Dame-des-Landes, que je considère comme matriciel, et puis dans d'autres lieux, c'est 5 éclairages, hein. J'ai fait mon métier de journaliste en proposant 5 éclairages différents, dans ces écolieux qui sont le contraire du survivalisme, qui sont vraiment branchés sur le tissu local et les luttes locales même, avec une jeune dessinatrice libanaise de 30 ans, qui s'appelle Raphaël Macaron, très talentueuse, et qui a réussi à traiter un sujet dit sérieux que l'on croit, dont on pense que la graphie sera austère, avec des couleurs flashy, des couleurs de son époque, de sa génération, et qui a su surtout très bien mettre en scène ses interrogations, ses peurs, parce qu'en effet, elle appartient à cette génération qui, lorsqu'on lui parle d'effondrement ou de chaos, c'est tellement vertigineux que ça l'ébranle totalement. Hein. Et moi, je connais des jeunes qui ont fait des petits moments de dépression face à ça. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des reportages, grâce au vieil écolo qui est à côté d'elle, elle prend conscience qu'on n'est pas en train d'assister à la fin du monde, mais à la fin d'un monde, et comment, à partir de ce monde qui est finissant, comment en construire un autre. Noël Mamère, merci. C'est moi qui vous remercie.